Bonsoir à tous, nous sommes le 5 mars 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres vivants de la scène française. La semaine dernière, j'étais avec Emmanuel van der Meulen et aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir, l'honneur d'être avec Céline Berger. Bonjour Céline. Salut Thomas. Salut Thomas. Alors, tu es dans la haute vallée de l'Aude, hein, c'est ça? Ouais. Dans un village secret dont on taira le nom. Mais voilà. Au Pour bout, ceux qui sont sur au bout de la Twitch, route, derrière un tunnel. voilà. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Céline tout le long de l'émission et puis on lui posera les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et pas à la fin parce que d'un coup après ça bourre. Voilà, vous connaissez l'histoire maintenant. Et puis vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences sur YouTube et vous avez, je sais pas, 64 émissions, c'est n'importe quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir des nouveaux trucs qui arrivent. Voilà, des petits extras, des petits bonus. Et donc, quand vous êtes abonné, donc il faut appuyer sur la cloche. Voilà, il y a une cloche subscription. Et ben d'un coup, ça remonte quand vous mettez sur votre YouTube, bah, ça remonte les vidéos des apparences et vous pouvez comme ça ne pas louper les nouveautés. Et Dieu sait qu'il va y en avoir. Voilà, des trucs un peu rigolos, des visites dans des musées, tout ça. Vous allez voir ça. Alors Céline, on va commencer ensemble. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec un tableau qui s'appelle, alors qui ressemble déjà beaucoup à ce que tu fais, ou à, tu as déjà trouvé ton style, on va dire, ou quand même trouvé j'ai pas l'air très convaincu. Donc c'est un tableau qui s'appelle Le Tipi 1970. Il fait 1 mètre sur 1 m 35. Il date de 2007. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler un petit peu? Bah, c'est un tableau. En fait, j'ai vécu 15 ans à Moscou. Voilà, t'es Je arrivé suis arri- là-bas en 2004. Ouais. ouais, je suis arrivée là-bas en 2004, donc j'ai peint ça, bon, au tout début, enfin, dans les premières années de ma vie à Moscou. Et avant ça, j'ai été diplômée de l'ENSPA des Beaux-Arts de Paris à la fin des années 90. Et en fait, c'est un des premiers tableaux dont je peux dire que je suis contente, en fait, même si j'ai l'impression d'avoir énormément changé depuis que j'ai fait ce tableau-là. Hmm. Mais avant d'avoir fait ça, en fait, je pense brièvement, pour évoquer mon travail, en fait, quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, je peignais sur des tableaux carrés et je faisais des installations avec des tableaux que je faisais voilà, ensemble. Et c'était très mal peint, encore plus mal qu'aujourd'hui. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec l'idée de faire un tableau ultime. C'était mon rêve, mais j'y arrivais pas du tout. Donc, du coup, la possibilité de combiner entre elles des images, ça me mettait plus à l'aise par rapport à la peinture, par rapport au tableau. Et là, en fait, dans ce tableau-là, il y a toujours cette idée aussi de essayer de créer quelque chose de synthétique parce qu'il y a une image dans l'image. Il y a deux images, en fait, dans ce tableau. Alors voilà un Euh, peu le tableau. Nini, je peux montrer un peu de détails. Voilà où on voit la main un peu Philippe Guston. Un peu plus naïve, on va dire, que le traitement que tu fais très ouais. photographique ailleurs. Ouais. Après, je sais pas très bien parler de mon travail, hein. Donc ça va Tu être parles très bien de ton compliqué pour moi travail. d'en parler, mais voilà. Disons qu'à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup à une approche assez réaliste de la peinture, ce qui est de moins en moins le cas en fait. Mhm. Mais j'ai toujours aussi eu en parallèle une très grande sensibilité pour des formes de représentation plus naïves, plus amateurs, plus voilà, plus spontanées. Et autant dans mes tableaux carrés aux Beaux-Arts, j'arrivais à faire cohabiter tout ça. D'un tableau à l'autre, ça changeait complètement en fait. Et là, en fait, dans ce genre de tableau, j'essaie de faire cohabiter toutes ces influences-là qui paraissent complètement, je sais pas, explosées à l'intérieur d'un même espace. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, sur ce tableau, je pense qu'il y a aussi, j'avais une fascination pour un tableau dont je vais pas parler aujourd'hui, mais que j'ai gardé pour un tableau qui s'appelle Le concert champêtre, qui a été commencé par George John et terminé par Tisser, je crois. Ouais, qui est au Louvre. Ouais. J'adore ce tableau, vraiment littéralement. Et en fait, il y avait quelque chose de l'enfance, en fait, dans mon travail, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une enfance idéalisée que je n'ai sans doute jamais vécue. Une petite enfance où j'ai grandi en Ariège, une Ariège vraiment très rurale dans les années 70, avec des parents hippies, quoi, ou alors autour de cette mouvance-là. Et en fait, c'est une image qui me rappelait la petite enfance. Et c'est une image à partir de laquelle j'ai travaillé, qui, je pense que c'est le groupe Pink Floyd
Et j'aimais bien l'idée aussi de ne pas voir, qu'on voit pas trop les visages. Hmm. Ouais, il y avait une espèce de mystère autour des visages qui me plaisait beaucoup. Et je pense que c'est lié aussi au fait que dans ma peinture, le fil conducteur, ça serait peut-être que c'est très naïf de dire ça, mais je peux le dire le plus honnêtement possible. Pour moi, l'invisible m'intéresse beaucoup, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Hmm. Voilà, l'invisible. Et là, la photo d'origine des Pink Floyd, c'est une photo d'archive que tu as trouvée ou c'est... C'est une photo d'encyclopédie, d'une vieille encyclopédie. J'ai beaucoup travaillé avec des vieilles images d'encyclopédie. Il y a beaucoup de tableaux. Je sais pas pourquoi. C'est quand même un Après, sacré boulot de le retrouver d'un coup. J'imagine que c'est une petite image et d'un coup, tu la déploies quand même en grand sur le... T'es obligé petite image. d'inventer, Oui, quoi. mais Ouais. c'est pas très bien peint. Moi, je suis pas du tout une approche professionnelle de la peinture, en fait. Hmm. Très amateur dans ma manière de peindre. Je suis aussi très maladroite. Bon, à l'époque, j'avais pas réalisé. Maintenant, j'en ai pleinement conscience et je l'ai accepté, quoi. Mais je suis pas du tout, voilà, je suis pas du tout maniaque, je suis pas du tout organisée, je suis très spontanée. Et voilà, on voit bien qu'il y a une grande maladresse. Par exemple, si je refaisais ce tableau aujourd'hui, bah, je pourrais pas refaire les rideaux comme ça, quoi. C'est pas possible. Hmm. Quand je vois les rideaux, là, comment je les ai peints, il y a des passages que je trouve chouettes. La batterie, je trouve qu'elle est vachement bien. Si je pour moi, hein, par rapport à ce que je fais moi, hein. Et Hmm. après, les rideaux, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment j'ai pu faire des rideaux comme ça, quoi. Bon, bref. Voilà. Et c'est quoi la Après, distinction que tu fais entre le mal peint et le bien peint? Alors, parce que là, tu as parlé de ça par rapport à des tableaux des Beaux-Arts, mais c'est... là, on pourrait dire qu'il y a presque une bataille entre une intention de bien peindre et une intention de mal peindre voilà. Mais c'est pas non, vraiment le non, cas non, parce que parce toi, que, tu penses que c'est pas le cas. Enfin, c'est pas... non, pour moi, le bien peint et le mal peint, Ouais. ça dépend de ce que tu as l'intention de faire à la base, quoi. Hmm. Si par exemple, tu as l'intention de faire, c'est compliqué pour moi de parler de ça, mais si tu as l'intention de faire une représentation réaliste, où il y a une espèce comme ça d'aura qui se dégagerait du tableau, comme une espèce de magie, bon, Hmm. et ben, tu, tu- ouais, enfin, je saurais pas en parler, mais bon, oui, tu peux très bien te planter. Moi, je me plante tout le temps, d'ailleurs. Après, dans notre registre de peinture, mal peint, Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ta main de Philippe Guston, elle est pas mal peinte, en fait. ah, pour moi, pas du tout, Voilà. Ouais. c'est pas ça Ah qui me oui. gêne. Dans ce tableau-là, c'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, Hmm. ça serait les rideaux. Mais bon, voilà. Après aussi, ce que je peux dire aussi sur mon travail, c'est que j'ai pas de complexe par rapport à l'image. Je sors d'un atelier quand j'étais au Beaux-Arts, j'étais dans un atelier de peinture abstraite, C'était qui? C'était chez qui? chez Pifaretti. J'étais dans le Ouais. même atelier qu'Emmanuel Van der Meulen, qui y a Ouais. étudié aussi. Et On en l'avait fait, invité bon, hier, c'était les enfin la années semaine dernière. 90. Hmm. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'ai eu toute cette culture-là de la peinture objet, etc. Mais moi, du coup, ça m'a vachement enrichi. Mais en même temps, moi, j'ai aucun problème avec l'image en peinture. Hmm. C'est-à-dire que moi, Et- j'adore les images. Et je sais très bien qu'une peinture n'est pas une image inversement. Mais je fais pas de hiérarchie, je ramène pas l'image à quelque chose qui serait pas noble, la peinture à quelque chose qui serait qui se devrait d'être beaucoup plus élevé, ou, enfin, je sais pas comment dire les choses, mais bon, voilà. J'ai un hmm. rapport assez, Mais le côté artisanal, le fait main, ça t'intéresse quand même beaucoup. bien sûr. Ouais. Et là, on va le voir justement avec le deuxième tableau qui s'appelle Après la fin, qui date de 2012, Mm. qui fait 149 fois 179 centimètres. Et là, bon, moi, je trouve que tu as presque, on dirait que tu as inventé comment ça s'appelle? Là, une série pour les enfants, là. Je la trouve très série télé, quoi. Il y a un truc de l'univers assez fou. Stranger Things, voilà. Je trouve qu'il y a un truc comme ça J'ai pas vu. bah, enfin, le côté, d'un coup, un côté mystique qui apparaît dans le banal, quoi. Je trouve le tableau très, très réussi. Et Mm. là, pareil, donc quand même, le côté peint, le côté indien du centre et tout ça, c'est quand même quelque chose qui t'intéresse que ça soit peint, quoi. C'est pas une image Photoshop, quoi. Oh non, certainement pas. Voilà. Ça n'aurait aucun intérêt. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tableau? Bah, Prends ton temps. je suis très mal à l'aise là, dans cette situation. C'est vrai que pour moi, c'est compliqué de parler de mon travail. Mais bon, oui, c'est comme souvent dans ma peinture, disons que c'est un montage de plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont issus de photos que j'ai prises. Donc, en l'occurrence, il s'agit de mon fils quand il était petit et puis d'une amie à lui. Hmm. Puis derrière, il y a
une sorte de paysage composé un petit peu de manière assez instinctive, petit à petit, parce que je suis très lente, donc les choses arrivent, je me plante, et puis je recommence, et puis après j'ai regardé pas mal la peinture dans ce même ligne à cette époque-là, je pense. J'aime beaucoup les peintres flamands du XVe siècle, hein, j'adore les peintres flamands du XVe siècle. Donc j'ai dû pas mal regarder la peinture dans ce même ligne, et puis il y a eu voilà, il y a toujours des espèces d'arc-en-ciel dans certains tableaux et tout. Et Oui, puis moi, j'ai après, pensé il au y a une maître de petite, moulin, là. Ouais. hein, Je sais pas si tu connais le maître de moulin, Jean j'adore. Et. Ouais, bah voilà, j'ai pensé à ça pour l'arc-en-ciel. Ouais. Ah oui, c'est un tableau que j'adore. C'est un tableau qui a un moulin, non, c'est ça? Ouais, ça, ouais. La Vierge de l'Apocalypse, là. Il est Mm. sublime ce tableau. Oui, bah, peut-être que j'ai pensé à ça aussi parce que j'adore ce tableau. Et après, à l'intérieur de ce tableau, tu as une espèce de petite image, là, petite icône. Une espèce de prédale au coin à droite, en haut à droite, Voilà. ouais. Ouais. Et là, ça représente de manière très naïve la professeure de piano et d'orgue de mon fils, qui est une femme que j'adore. Et c'était une manière de lui rendre hommage. C'est une des personnes les plus belles que j'ai rencontrées de ma vie. Voilà, pour moi, c'est presque une déesse, cette femme. Donc voilà, c'était. Et puis autour, tu as des espèces d'ornements. Bon, ça, c'est un truc que j'ai souvent fait parce que je suis très sensible aussi à l'ornement, à tout ce qui est genre des choses un peu féminines, considérées comme un peu appartenant à des événements esthétiques mineurs, quoi, comme Et la là, broderie, des trucs comme ça. quand tu pars dans Donc la c'est très, composition du... très varié. Pardon, excuse-moi. Quand tu pars dans la composition du tableau, tu y vas comme ça, tu as le tableau vide et tu vas dedans ou c'est quand même, Non, tu as non, un peu composé? j'ai quand même une idée de ce que je veux faire, mais assez Hmm. vague. Après, il y a une part d'intuition, d'improvisation, mais j'ai quand même une idée de ce que je veux faire. Et puis là aussi, il y a l'idée de l'apocalypse. Bon, voilà. Ouais, tu peux creuser? C'est une idée qui, je pense, je sais pas pourquoi, en 2012, j'avais pas vu ce film à l'époque, mais un des films que je préfère de ces 15 dernières années, c'est Mélancolia de Lars von Trier. Mhm. Et je crois que c'est sorti la même année. Je sais pas, c'était dans l'air du temps en 2012. Et dans la région où j'habite, il y a un endroit qui s'appelle Bugarach, qui est un petit village paumé au pied d'une montagne qui est très belle. Et il y avait des Américains qui avaient même acheté des maisons parce qu'il y avait une légende qui courait comme quoi ce serait le seul endroit au monde où la fin du monde n'aurait pas lieu parce que selon le calendrier aztèque, je crois, il Ouais. était prévu que la fin du monde arrive le 21 décembre 2012. Il y avait Voilà. même un film qui s'appelait 2012 sur la fin du monde aussi, c'est à ce moment-là. Ouais. Et j'ai pas... Et je pense que c'était ouais, je sais pas, c'est une époque comme ça où... Et puis maintenant, je pense que c'est presque comme si la fin du monde était déjà passée. Donc, on n'est plus dans l'anticipation de la fin du monde, on est un petit peu dedans, j'ai l'impression, mais bon, voilà. Et le côté mélanger des cultures différentes, tout ça, enfin, il y a un côté un peu photographique presque du visage. Même on pourrait dire que c'est presque un éclairage de film d'horreur, comme ça, à contre-jour, où justement le visage, on est un peu perdu, on ne sait pas trop distinguer son visage. Et puis d'un coup, tu as une partie un peu plus naïve avec le cheval, t'as l'après-d'elle avec un petit. Ça, c'est le fait d'être aussi hétérogène, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Comment tu le Et je gères, pense ça? que ça vient de ma pratique, en fait, ça vient de plusieurs années de pratique aux Beaux-Arts où j'ai fait des tableaux carrés. Hmm, À chaque fois, ce qui me permettait une très grande liberté, en fait, à chaque fois, je faisais un truc différent. Je voulais surtout pas me répéter. Et hmm, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai complètement changé depuis de références culturelles. Il y a des choses que j'ai complètement perdues de vue. Mais je me rappelle qu'à l'époque, donc ça remonte à il y a très très longtemps, j'adorais Martin Kippenberger. J'étais super fan de Martin Kippenberger, de sa très grande liberté, comme ça, de cette espèce de désinvolture et en même temps, je sais pas, je sentais une espèce de vitalité, de sincérité dans sa manière de travailler. Aussi, une espèce de passer au-delà du bien fait, du mal fait. Bon, voilà. Bon, et après, j'ai de multiples références, j'ai de multiples influences et puis j'ai toujours, je sais pas, c'est aussi une manière de se moquer de codes établis, de codes de valeurs, de trucs comme hmm. ça. C'est une Et tu manière dis, d'être libre aussi. oui, parce que justement, une des choses qui est amusante, c'est que là, je pense à ce tableau-là que j'ai pris en photo en 2012 à l'époque, parce qu'on avait exposé ensemble avec ce tableau. Et il y avait quand même un effet, il y a quand même un effet où tu avais une espèce de liberté ou d'aura autour de toi, parce que tu étais en Russie, tu étais très loin, et je me souviens que tu envoyais les tableaux en rouleau, et que c'était très compliqué, qu'ils pouvaient t'abîmer. Enfin bon. Mais que d'un coup, moi, je me suis toujours dit que tu avais un endroit aussi de liberté très grand pour faire des images qui étaient à chaque fois explosées comme ça, nous exploser à la tête parce qu'on s'attendait pas, on savait pas ce qu'on allait avoir comme bombe de ta part, Et quoi. j'ai toujours été très libre.
Oui, oui, oui. aux Mais... Beaux-Arts en Hmm. Russie, ici. Enfin, ici, je suis dans un coin paumé avec des hippies, voilà, des néo-ruraux Hmm. un peu improbables aussi, voilà. Où j'en suis d'ailleurs. Donc oui, j'ai toujours été très libre. Après, une fois, j'étais tombée parce que, bon, j'adore la musique classique. Une fois, j'étais tombée sur une citation de Haydn qui disait, il disait, ma chance, c'est d'avoir été, salut Maël, la chance, c'est d'avoir été loin de tout, parce qu'en fait, il a, il a été le maître de musique d'une famille d'aristocrates qui avait un palais à 70 kilomètres de Vienne. Donc, il a été très, très loin de la vie, du centre de la vie musicale donc, au XVIIIe siècle, pendant très longtemps. Il a été tenu éloigné de Vienne pendant très longtemps. Et donc, du coup, il disait, bah, finalement, c'était ma chance, parce que ça m'a Hmm. permis d'être libre. Et ouais, ça me parle. Voilà. Et la manière dont tu as reçu ton travail, tout ça, c'est important pour toi ou tu te... La manière dont est reçu mon travail, Ouais, là, tu as fait une expo il n'y a pas disons si que là, longtemps. maintenant, j'ai Ouais. 50 ans. On peut dire que j'ai fait une œuvre, mais que j'ai pas fait de carrière. Et Hmm. je sais pas ce qu'il y a de pire ou ce qu'il y a de mieux. Je préfère faire une œuvre sans avoir fait de carrière Hmm. qu'avoir fait une carrière sans avoir fait d'œuvre, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense. Malgré le fait que je n'ai pas fait de carrière, j'ai quand même une œuvre derrière moi, quoi. Donc oui, je suis pas du tout indifférente à la manière dont est reçu mon travail, mais je suis tout à fait consciente de ma marginalité, quoi. Voilà. Pour le pire et pour le meilleur aussi. Oui, parce que Une c'est pas... chance aussi. Ouais, oui. Et puis, tu es quelqu'un de très aimé par rapport au sein des artistes. Tu es t'es une vraie peintre de peintres, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui soutiennent. J'ai la Ouais, chance d'être appréciée par des collègues, ouais, ça c'est ouais, super, hein. beaucoup, ouais, Ouais, ouais. vachement bien. Et l'aspect, on va dire, euh, d'avoir les petits bords comme ça, on va voir le troisième tableau qui s'appelle Il n'y a pas de justice avec le dromadaire, alors, chameau ou dromadaire? Je sais pas, je J'ai sais oublié, plus. bon. Et le côté tapis, comme ça, tapisserie, chameau, me dit Nils, Merci, le créateur Nils. merci. Heureusement qu'il est là. Ça, c'est une manière de ramener à quelque chose de l'ordre de la fabrique, encore une fois, très féminin, très... Ouais, ouais. C'est parce que c'est une patience pour toi de... Parce qu'on pourrait se dire que d'un coup, les herbes du chameau, elles sont déjà bien... Il faut déjà de la patience, quoi, pour faire les herbes. Ouais, j'adore entrer dans les détails, Hmm. en même temps, sans être ouverte du tout, en étant très maladroite, quoi. Mais c'est comme si je déployais une espèce de sorte de cosmos en commençant par des tout petits détails. Puis je crois que j'ai aussi peur du vide, peut-être. Il y a un truc comme ça, de l'ordre Hmm. de la peur du vide. C'est peut-être aussi un truc de classe, c'est-à-dire que souvent chez les gens, voilà, les gens, le minimalisme, c'est pas pour moi, quoi, c'est clair. Voilà. Ah, tu veux dire que c'est un truc de gens qui ont de l'argent de pas en mettre beaucoup, quoi. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez élitiste, ouais, mais je peux apprécier de moi, mais bon, peut-être que je Hmm. viens pas de là, donc moi j'ai un peu peur du vide, donc j'aime bien remplir, quoi. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la... quand tu peins, il doit y avoir un plaisir mis un peu mystique, quoi, de se laisser aller comme ça dans les détails. Non? Parce que c'est quand Oui même... et non, des fois il y j'ai a une- envie de... Ah ben, ce tableau, justement, j'ai énormément galéré dessus. Hmm. Là, j'ai commencé à balancer sur mon mari, ouais, je suis assez méchante, hein. Mais donc j'ai énormément galéré dessus parce que c'était très 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 dur de me trouver du temps pour travailler, de l'espace pour travailler. Hmm. Et donc à un moment, ça m'a gonflé. Donc j'ai jeté mon tableau à la poubelle. En fait, je peignais sur la toile, j'avais pas encore mis sur châssis. Il m'a tellement gonflé pour des histoires à la con, pour élever une Attends, tu parles de petite. ton mari, là. Alors, Oui, ouais. oui, mon mari, oui, bon, on est toujours ensemble. Hmm. Mais je sais pas, il m'a tellement gonflé là un jour que je pouvais pas travailler, j'avais plus d'espace, plus de temps pour travailler. Donc du coup, de rage, j'ai pris ma toile, je l'ai pliée et je suis descendue en bas de l'immeuble et j'ai tout foutu dans la benne. Et lui en cachette, il est reparti à la benne et il a ramené la. Voilà. Et j'ai énormément galéré sur ce tableau. Énormément. J'ai dû y passer 4 5 mois. Mais Donc, il y a c'était quand même... pas juste un plaisir mystique. Des fois, c'était Non, bien chiant. sûr. Déjà, il fallait Mais il y a... trouver le temps pour travailler. Et puis, quand je Ouais. trouvais le temps pour travailler, des fois, j'en pouvais plus. Et puis, des fois, oui, c'est vrai, on se perd dans les détails, on s'abandonne. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du. Ouais. Et alors, tu dirais que c'est quoi le moteur qui fait que tu y vas quand même? Si c'est pas... je peux très bien comprendre que la peinture puisse ne pas être Le agréable, moteur, mais... Ouais. D'aller au bout de l'image, de... un amour profond pour
pour la vision que j'ai du tableau que je vais avoir fait quand j'aurai fini. Hmm. Donc quelque chose de l'ordre, ouais, quelque chose d'assez mystique. On y arrive. Et là, mais quand même, quand tu te retrouves dans un truc mini, enfin, là, je pense aux feuilles, parce que c'est un truc que je peux connaître aussi comme expérience. Quand on se retrouve à faire des arbres comme ça pendant des heures et des heures, il y a évidemment un truc pénible, presque même physiquement, ça peut être fatigant et tout ça. Mais il y a aussi un truc de se laisser aller à plus penser, quoi. Où il y a quand même ce truc-là enfin, j'ai l'impression que tu es là-dedans aussi, non? Hmm. Du plaisir Bah, en fait, de s'oublier dans le tableau, quoi. ouais, il y a ça, ouais, c'est vrai. C'est presque de l'ordre de la méditation. Après, Voilà. moi, je sais pas comment ça fait pour toi, mais moi, j'ai l'impression que quand je pars dans ce genre d'œuvre, comme je suis maladroite, j'ai pas vraiment d'aisance, donc je vais galérer, je vais transpirer, etc. pour énormément de temps. Moi, j'ai l'impression de partir en randonnée, en fait. Mhm. Tu vois, quand tu pars pour une rando, j'en ai fait quand j'étais jeune, genre Ouais. tu pars à 5 heures du mat, tu commences avec le lever du soleil, et tu rentres le soir à 7 heures, t'es fourbu, t'as fait 1000 mètres de dénivelé, et à un moment, tu cherches à atteindre un sommet, quoi. Et quand t'es au milieu de la route, t'en peux plus. Mais c'est horrible, quoi. Et tu sais que tu peux ni aller en arrière, ni aller... Enfin, t'es obligé d'aller en avant, et tu te dis, mais j'y arriverai jamais, quoi. Et Mhm. puis au bout d'un moment, on finit par y arriver. Voilà. Et pour moi, c'est comme une grande randonnée, quoi. Il y a donc avec la dimension mystique, et voilà, magnifique, et en même temps la dimension pénible, quoi, qui va avec. Et là, les petits gestes, les cerfs-volants que tu as mis ou les effets de perspective que tu as mis, tu les as rajoutés après, ça c'était pensé au départ ou c'est encore une fois parce que c'est pas pareil aussi de faire ce genre de geste sur quelque chose que tu as peint ou est-ce que tu as laissé la Non, réserve? c'était pas pensé. Et donc tu as repeint par C'est exemple sur pas l'herbe. possible. C'est comme un constat d'échec aussi par rapport à, bon, voilà, les limites que j'ai en peinture. Mais Hmm. aussi, parce qu'il y a toujours une tension dans mon travail entre la peinture en tant qu'espace de projection, auquel je tiens beaucoup. Bon, voilà. Et en même temps, bah, voilà, j'ai toute une culture aussi héritée de mes années des beaux-arts dans un atelier de peinture abstraite. La peinture en tant qu'objet, dans son immédiateté, voilà, dans sa présence matérielle. Et voilà, c'est pas juste une image, c'est pas juste la représentation de quelque chose. Pour moi, un tableau, c'est aussi, voilà, un agencement de forme, voilà, une organisation. Hmm. Et on peut aussi jubiler en tant que spectateur juste par rapport à l'organisation des formes, voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc j'aime bien ces mélanges-là. Oui, puis je sais pas, je saurais pas en parler. Et techniquement, t'avais des contraintes en vivant en Russie ou t'étais pas contente de tes matériaux, de tes Ah toiles, non, pas de... du tout. Oh non, non, pas du tout. Hmm. Alors là, non, c'était moins cher. La toile était de meilleure qualité. Moi, je me rappelle parce que j'ai jamais vraiment trop les moyens de m'acheter de la bonne toile en France. Hmm. La toile que j'ai achetée, elle se déchirait tout le temps. Je galérais à mort avec la toile que j'ai achetée à l'époque. Et en Russie, j'ai acheté de la toile plus épaisse, qui était de meilleure qualité. Non, donc j'ai eu aucun problème avec les matériaux, notamment les pinceaux. J'en ai Hmm. acheté plein, ça coûtait pas trop cher. Non, non, Et pas de problème de matériaux. tu faisais partie d'une espèce enfin, tu connaissais d'autres artistes à Moscou et tout ça ou J'ai jamais fait partie d'un collectif, mais par contre, c'est ouais, vrai que t'avais des connaissances quand même. j'ai connu quelques artistes qui avaient un esprit collectif très fort, bah, qui ont fait partie de collectifs. Je me souviens que t'avais organisé une exposition, t'avais curaté une exposition à Moscou Romainville. dans la valise, ouais, 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 ouais. Au Salaison, ouais. c'est les zones Avec Laurent Kénéen qui nous avait Laurent Kenen, invités. ouais. Oui. C'était pour l'année de la Russie en France. Les temps ont Ouais, bien changé. ouais, voilà. Et, Très oui, puis bonne il y a très... beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, et notamment il y a deux artistes qui font partie d'un groupe qui s'appelle Eli Kouka, qui sont maintenant à Paris. Ce sont des gens que j'adore, brillantissimes, qui sont à la fois musiciens Mhm. et artistes, plasticiens. Enfin, voilà, j'adore ces gens-là. Puis après, il y avait aussi une artiste dont on va parler plus tard, je Ouais. pense, dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, il y a plein de chouettes artistes. Et belle transition, puisqu'on va passer au tableau que donc Emmanuel van der Meulen avait choisi la semaine dernière. C'est La vie éternelle, qui date de 2020-2021. Et toi, tu es parti. Donc, c'est un tableau qui fait un peu penser à la Russie quand même. Et toi, tu es parti à cause de. Complètement. Mm. Voilà. Et toi, tu es parti de la Russie en 2019, hein, c'est ça? Ouais. Et c'était surtout pour ton fils, je crois, c'est ça? Pour l'histoire de l'étude. C'est un mélange de choses. Oui, c'est un parti pour mon fils parce que mon fils étudie le piano Hmm. et que c'était compliqué de poursuivre en Russie, bien que voilà, j'adore l'univers musical russe, mais le conservatoire de Moscou, c'est très 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 compliqué d'y accéder. Et il aurait été impossible qu'il poursuive des études générales comme il le faisait au lycée français.
et Mhm. qui tente le concours d'un conservatoire, enfin, de toute façon, comme le conservatoire de Moscou, qui est extrêmement difficile. Donc, c'était principalement pour ça, pour éviter, enfin, bon, voilà, bon, c'est un truc sur lequel on va pas s'attarder, mais j'anticipais l'armée aussi, je ne voulais pas que mon fils fasse l'armée. Et puis moi, j'avais envie de rentrer en France, j'avais aussi envie de vivre à la campagne, j'en avais marre de la ville. Et l'idée, c'était que à terme, on habite tous, toute la famille, en fait, mon mari, mon fils et moi, Mhm. voilà, dans le sud de la France, mon mari et moi, à la campagne. Et c'est voilà, c'est ce qui est fini par arriver. Waouh. Et donc là, ce tableau-là, tu peux nous en parler un petit peu? C'est un tableau que j'ai peint en 2021, je crois. 2020-2021, t'as marqué après. Attends, merde. C'est pas très grave, ouais. Oui, oui, c'est en 2000. Oui, c'est ça, c'est fin 2000, pardon, c'est moi qui me trompe. Effectivement, c'est un tableau que j'ai commencé à peindre à la fin de 2020 et que j'ai poursuivi en 2021. Mhm. Et en fait, cette année-là, là, en 2020, je j'avais pas vraiment de chez moi. Donc, j'ai pas mal squatté dans ma famille. Et j'ai notamment chez ma sœur. Donc, j'habitais chez ma sœur, un peu loin de tout. Et bon, pour plusieurs raisons, j'étais triste. Je me sentais seule, isolée. Et je repensais au moment où c'est très autobiographique, hein, je suis désolée, hein, mais Non, mais ah bon, vas-y. ça, Ouais. pas obligé, ça vous connaître l'histoire en même temps, c'est pas forcément. Mais bon, voilà, je me sentais triste et seule et je repensais au moment où, voilà, on avait une famille, quoi. Mon mari, mon fils et moi, on était une famille, on était ensemble. Et je repensais à ces moments où on faisait nos sorties une fois tous les 3 mois dans les supermarchés, les hypermarchés de la banlieue de Moscou, dans des endroits hyper glauques. Alors, Moscou, c'est sublime. Je trouve que c'est une ville magnifique, Mhm. avec une énergie unique au monde. Mais ce que je trouve incroyable dans cette ville, c'est le mélange d'extrême beauté et d'extrême laideur. Quand je parle d'extrême laideur, je crois que j'ai rarement vu des endroits aussi laids que Moscou. La banlieue moscovite, c'est pour moi apocalyptique, quoi. Mhm. Donc voilà, on allait faire nos courses dans ce genre d'endroit, avec une lumière très particulière qu'on peut retrouver un peu dans les films de Tarkovsky, c'est une espèce de lumière un peu verdâtre. Et je me rappelle d'un jour où on avait fait une sortie en famille et c'était la fin de l'hiver, la neige était noirâtre, tout était moche, tout était banal. On avait fait des courses de pauvres hein, parce qu'on était fauchés. Et donc on avait rempli la voiture avec des sacs, avec nos sacs plastiques. Il y avait notre fils à l'arrière. Tout le temps était gris, tout était moche. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai sorti un CD de Shostakovich. Je sais vraiment pas pourquoi. Et j'ai mis la septième symphonie de Shostakovich, la symphonie de Leningrad. Et c'est une symphonie, en fait, qui a été écrite pendant le siège de Leningrad par les nazis. Mhm. Et il y a une histoire incroyable autour de cette symphonie, en fait. Et c'est un des très rares exemples, je crois, dans l'histoire où une œuvre d'art a été intimement liée à l'histoire et à l'époque où bon, la musique classique avait une grande importance, notamment chez les Russes. Et pour tout un peuple, en fait, le fait que cette symphonie ait été écrite, ça leur a donné un courage incroyable. En plus, elle a voyagé. La partition a voyagé sur microfilm. Il y a une première qui a été donnée à New York par Toscanini. Enfin bref, c'est un truc incroyable. Et donc, en écoutant cette symphonie dans la voiture, au milieu de nos sacs plastiques, je me suis mise à pleurer et je comprenais même pas pourquoi. Et j'étais tellement émue et je comprenais pas. Il y avait un tel contraste entre la banalité de tout ce qu'on voyait, ce qu'on vivait et l'émotion que je ressentais que je me suis dit pendant longtemps après ça qu'il fallait absolument que je peigne une scène de supermarché. Et je me suis dit que ça serait terrible de peindre une scène de supermarché en faisant ça de manière réaliste. Et Mhm. je me disais que la seule manière de peindre cette scène, ça serait de la peindre de manière onirique, d'essayer d'atteindre une sorte de réalisme de la sensation, et non pas de la vision. Et c'est ce qu'a donné ce tableau. C'est en fait en se remémorant à la fois une vie de famille qui n'existait plus parce que de toute façon, bon voilà, on a vieilli, notre enfant a grandi et on n'en est plus plein. Et en même temps, bon bref, je sais plus ce que je vais dire. Pose-moi des questions parce que je sais plus ce que je vais dire. D'accord. Et donc là, et toi, tu es contente du résultat?
Tu trouves assez onirique le Eh tableau ben ou... oui, parce que Hmm. oui, voilà, ça c'est une bonne question parce que ça peut me permettre de Merci. continuer sur ce tableau. Merci beaucoup Thomas. Ben, oui, parce que c'est un tableau où en fait, je suis complètement à nu, c'est-à-dire que c'est extrêmement maladroit. J'ai pleinement conscience que c'est tout à fait maladroit, Hmm. mais je trouve qu'il y a une très grande sincérité dans ce tableau. Et je trouve que c'était quelque chose de très très dur à faire parce que c'est un tableau quand même qui est grand. Et j'ai dû tout sortir de ma tête. Et c'était une sacrée, sacrée Ah oui. aventure pour moi. Hmm. Tout inventer, de tout. Et je trouve que c'est tellement juste au niveau de la sensation. Et les Russes qui ont vu qui ont vu l'image du tableau, je crois qu'il y en a un peu qui l'ont vu en vrai, mais pas trop. Ils ont tous été touchés. C'est ça qui est impressionnant. C'est parmi les artistes russes que je connais, les Russes que je connais, ça les a vraiment interpellés. Il y a Donc Loriva j'ai 99 qui dit ciblé que c'est un quelque très beau chose, tableau. j'ai touché quelque chose de juste, quoi, je crois. Et je trouve que ça ressemble à rien d'autre, quoi. Donc, je suis très fière de ce tableau parce que je trouve que ça ressemble à rien d'autre. C'est totalement improbable. On peut se dire que c'est un tableau complètement raté, et en même temps, je trouve qu'il a vraiment quelque Ouais, je chose crois qui pas. tient, quoi. Ouais. Et le sol comme ça, très presque Munch, ça c'était. Tu l'as fait comment? Tu l'as fait d'abord ou on a l'impression que tu l'as fait après, non? Bah, en C'est ça? fait, je l'ai envisagé avant de faire le tableau, ça. Je me suis dit, putain, là, Hmm. le pire, ça va être le sol. Je vais pas me faire des kilomètres de sol gris, ça va être Hmm. épouvantable. Il faut vraiment que j'invente quelque chose. Et comme on est dans un tableau voilà ce que j'ai imaginé, bon, je me suis dit, ça va être le réalisme de la sensation. Donc, il fallait faire quelque chose aussi qui résonne avec les sentiments que j'éprouvais à ce moment-là. Et les sentiments que j'ai éprouvés quand j'ai écouté la symphonie Shostakovich sortie Hmm. sur Supermarché, bah, il fallait quelque chose qui crie, quoi. Qui crie, qui est exalté, désespéré, angoissé. Enfin, je sais pas ce qu'on peut dire de ce sol, mais bon, voilà. Et Hmm. je voulais faire aussi quelque chose, un jeu formel, voilà, inventer quelque chose. Après, il y a plein d'anecdotes autour de ce tableau. Bon, ça, c'est plutôt pour les russophones, mais le tableau, à l'entrée du supermarché, il y a une enseigne, il y a marqué en cyrillique, j'ai inventé un truc, en fait, ça n'existe pas. J'ai marqué copy shop. Et en fait, shop, ça veut dire genre magasin, quoi. Hmm. Et avant, tu as copy, et copy, ça veut dire achète. Donc, en fait, ça donne achète le magasin. Après, sur les sacs plastiques du Ouais. caddie, là, il y a des initiales de ce truc, c'est K, 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 en russe. Donc, K et puis la lettre Ch. Sauf que ça fait, en fait, si tu prononces pas très bien, ça fait kasha. Et kasha, c'est un aliment qu'on a en Russie. C'est des espèces de petites graines de je sais pas quoi. Et en fait, c'est le truc des pauvres, quoi. C'est une espèce d'avoine pour les Hmm. pauvres. Après, à l'arrière, l'arrière, merde, j'y arrive pas. Arrière-plan? Ouais. L'arrière-plan, t'as une espèce de boîte arrondie en haut, là. En fait, j'essaie de faire une boîte en verre. Et t'as une dame assez âgée avec un gilet jaune. Bon, voilà, il y a résonance aussi avec l'épisode gilet jaune qui m'a beaucoup marqué. Ah oui, Donc, oui, elle fait un Karcher, c'est ça? Elle fait du Karcher? Elle lave la boîte? C'est quoi? c'est une dame un peu âgée avec des lunettes qui a un gilet jaune et qui tient une sorte de bâton avec un balai. Ouais. Et en fait, en faisant ça, je me suis amusée parce que j'ai pensé au plafond de verre, en fait. Ah oui, d'accord. Plutôt qu'exploser le plafond de verre, Elle le lave. elle le Ouais. nettoie, quoi. Et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées en Russie qui continuent de travailler, surtout des femmes, d'ailleurs. Ils ont des retraites misérables, ils sont très maltraités, très mal considérés. Et tu vois des mamies qui travaillent, qui font le ménage jusqu'à 80 ans, quoi, pour des salaires de misère, évidemment. Voilà. Et t'as pensé à des tableaux de peintres allemands, toi, de la Neue Zaltlichkeit, comme Autodix ou Christian. Enfin, il y a un truc comme ça de cette ambiance-là aussi. Ouais, c'est vrai, On a c'est vrai, enfin pré-catastrophe, quoi. c'est vrai. Tu nous annonces pas des bonnes nouvelles. Oui, non, en fait, ce tableau aussi, oui, ouais, bah, en fait, je passe à côté de l'essentiel. Une des raisons pour La lesquelles famille. je Ouais. trouve que ce tableau est réussi, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement angoissant et sinistre. Ce sont des gens qui sont dans la survie. Bon, c'est de l'autobiographie, hein. Hmm. Mais en même temps, et qui sont dans la banalité la plus absolue. Mais en fait, la vie éternelle, je l'ai appelée comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence à la peinture. Parce qu'en fait, le fait de peindre, quand tu peins, c'est quand même un truc unique comparé à la musique, au cinéma, etc. Tu fiches quelque chose, il y a une qualité synthétique dans la peinture, tu arrives à figer un truc, c'est quand même de l'ordre de la vie éternelle quelque part. Et Hmm. là, là, je fiche quoi? Je fiche pas un moment grandiose, a priori.
si j'ai à peu près le contraire, c'est-à-dire que on va tous faire nos courses au supermarché. Ça fait pas partie des grands moments de nos existences dont on va se remémorer dans l'au-delà. Et pourtant, si, pourquoi pas? Bah là, Donc maintenant, en à cause fait, de toi, on est obligé de penser à toi à chaque fois qu'on sort du supermarché. et Ouais. oui, parce qu'en fait, je voulais peindre quelque chose de tout à fait banal et universel Hmm. et donner de la dignité à cette chose-là, parce que ça fait partie de nos vies et c'est ça l'essentiel en fait, c'est ça. C'est là qu'on trouve, c'est là, c'est en ça que c'est certainement mystique, mais c'est là la vie en fait. C'est là l'âme est là, la vie est là. Hmm. Dans ces moments-là, voilà, la vie elle est partout. J'avais une autre question, c'était la chaise noire au premier plan en bas à droite. J'ai pas c'est un dossier de chaise, c'est pas ça? Ok. Ok, c'est pas du Là, tout ça. j'ai voulu faire un smartphone et en fait, il y a Ah aussi d'accord. Je vois à ta tête que c'était pas ça. je Ah oui, crois, d'accord, c'est quand on le prend en photo comme ça. Ah oui, je comprends. dans la vacuité du truc, quoi. Tu vois, c'est juste une espèce de, Ah ouais, d'accord. une espèce de contour, il n'y a rien en fait. Donc le contour fait que tu pourrais penser qu'il y a quelque chose dans une photo de quelque chose, mais en fait c'est juste le sol. Ok. C'est une allusion un peu maladroite à la vacuité de. Ah oui, bah c'est très bien qu'on ait parlé de ça parce que moi vraiment je voyais un dossier de chaise, toi en plastique. Je me disais qu'est-ce que. On va passer, on va passer au cinquième tableau, mais on va en faire six, hein, parce qu'on est comme ça. Ça s'appelle Les barricades émergées. Ça date de 2021. Est-ce que tu... Alors, il est formellement intéressant parce qu'il vraiment on passe d'un truc à l'autre. Ouais. Donc là, il est beaucoup plus, on va dire, efficace dans la finition, tout ça. Il est moins dans l'émotion. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, ok. Bon. Mon plus grand plaisir maintenant, c'est d'interviewer des gens, puis à chaque fois, je dis un truc, ils disent non, bah non. Non, mais c'est autre chose. Non, c'est Non, autre non, mais il y chose. a un truc plastiquement, tu vois, plastiquement, il y a un truc. Ouais. D'abord, je pense que c'est quand même un des trucs enfin, déjà, je l'ai fait dans un état particulier. Pour moi, Mhm. c'est un des trucs les plus, bon, pour moi, hein, les plus Mhm. poignants que j'ai fait de ma vie. Donc, c'est sûr. Mais dans celui-là, il y a une émotion quand même. Ah oui, oui, Mais non, bien c'est sûr. autre chose. Alors, du coup, moi, je peux parler que d'anecdotes, hein, je suis désolée. Hein, Mais tu je suis parles de pas tout très Emmanuel bien. Van der Ouais. Meulen. J'ai pas la grande classe d'Emmanuel quand il cite plein de trucs et tout. Je suis pas du tout une Mhm. intello. Donc, je peux parler que d'anecdotes. En fait, j'adore l'endroit où j'habite là en ce moment. Et ça correspond vraiment au niveau du paysage à ce que j'adore, quoi. Donc, il y a un côté comme ça épique de la montagne avec des grandes barrières minérales. Enfin, voilà, c'est extrêmement beau. Et un jour, et j'ai une amie d'enfance qui y habite depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années. Donc j'ai découvert l'endroit où j'habite maintenant grâce à cette amie d'enfance. Mhm. Et un jour qu'on se rendait chez elle avec son compagnon en voiture, on a pris la piste et on a vu comme ça tout un panorama de montagnes sublimes défiler. Et lui, il avait mis comme musique, on en revient toujours à la musique, un CD d'un groupe de rock progressif des années 60-70, imprononçable pour moi, c'est King Crimson. Ouais. Et je Je vais pas pouvoir trouvais te la dire. Ouais. musique de cet album-là qui est extrêmement belle, voilà, très très romantique, complètement épique, dingue. Et ça m'a donné envie, en fait, de peindre un tableau, voilà, genre de paysage que j'associerais à cette musique. Et là, les Voilà ce que je formes, peux dire de ça. les formes abstraites, ou enfin, qui sont pas abstraites d'ailleurs, c'est espèce de montage-collage comme ça de formes enfin, on voit des fleurs, on voit de la matière, enfin, on sent des textures. Bah, c'est peut-être une tentative d'aller vers l'abstraction, finalement. Mhm. Ouais, je sais pas. Oui, mais il y a encore on voit qu'il y a un scarabée, on voit que c'est presque des ailes de papillon. Enfin, il y a un truc de. Oui, on voit sans voir, c'est-à-dire que je pars de. En fait, là, je suis partie d'images pour à peu près. Non, sauf pour des végétaux, c'est des végétaux que j'essaie de suivre le contour, mais c'est des vrais végétaux, mais sinon, c'est des images découpées, en fait, Mhm. d'eau, de peu importe, et donc, de la manière dont elles sont découpées, on ne reconnaît pas forcément les formes. Ouais, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Mais là, tu es d'accord que par contre, dans le geste de peinture, tu es à la fois, on va dire, hyper réaliste d'un côté et hyper réaliste de l'autre. Là, tu me gardes ce truc. Enfin, toi, tu cherches quelque chose d'un réalisme. Je suis pas hyper réaliste, j'ai Non, mais pas quand les je dis moyens hyper réaliste, on techniques. s'entend. C'est que tu cherches à être réaliste, Pas, quoi. j'ai pas les Ouais, moyens techniques d'être hyper réaliste. ouais, là, t'es Mais humble. j'ai une Ouais. fascination pour l'image, ça c'est sûr. Pour Hmm. l'image, je trouve ça quelque chose d'immaculé dans l'image photographique, de presque fantomatique qui me fascine. Et d'un coup, prendre des choses comme ça,
tes collages, tu retrouves comme ça une matière, on ne sait pas vraiment ce que c'est, si c'est une betterave ou si c'est des plantes ou si. Tu vois, tu cherches quand même la texture là, par la peinture. Ça, Ok. c'est une grande question. En fait, je me rends compte que c'est une des grandes lacunes dans mon travail et c'est là-dessus que j'aurais travaillé pour l'avenir. C'est la La texture? manière dont je peins. Ah, ok. Pour moi, c'est une des plus grandes lacunes qu'il y a dans mon travail. Ça peut être assumé, comme dans le tableau précédent, justement. Mhm. Là, c'est vraiment à l'os où, là, voilà, il n'y a pas de manière, quoi. Puis c'est assumé. Et puis, ouais, j'ai pas fait assez attention à ça dans mon travail. La manière dont je peins, la manière dont je pose la peinture. Et je crois que c'est lié, alors, si je peux faire une digression, c'est Mhm. lié à mes premières années d'études. J'étais aux Beaux-Arts de Toulouse, dans une ambiance extrêmement machiste. Le Ouais. département art, au début des années 90, était tenu par quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Et le premier cours qu'il nous a donné, il a réussi à rassembler tous les étudiants et il nous a dit le pinceau, c'est l'extension du phallus. Et une femme ne peut pas devenir une grande artiste parce qu'elle connaît les Mhm. mystères de la création de l'enfant de bon. Voilà. Donc, partant de là, on avait des garçons qui se prenaient pour des dieux vivants, qui posaient avec des bérets, etc., et qui partaient dans des grands gestes expressionnistes quand ils faisaient de la peinture. Et les filles, en fait, le statut ultime auquel elles pouvaient aspirer quand elles étaient étudiantes aux Beaux-Arts de Toulouse, c'était être les muses des garçons. Et c'est pour ça que je me suis cassée. C'était Mhm. insupportable. Et donc, du coup, moi, cette idée de laisser sa trace comme ça sur le tableau, ça m'a insupportée pendant très longtemps. Mais maintenant, je verrai plus les choses de la même façon. Je pense que s'intéresser à la manière voilà, dont on applique ou dans la peinture, ça se pose sur l'œuvre, quoi. C'est vachement intéressant et j'ai vraiment envie de me pencher là-dessus. Et de la même manière, tu as une grande croyance dans le tableau, enfin, ça se sent, que c'est un truc important pour toi, l'objet la scène du tableau, on va dire. Et c'est quand même aussi socialement quelque chose d'assez bourgeois. Comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à. Ouais. Bah, c'est compliqué. Pour moi, les gens qui aimeraient pouvoir monter le tableau, c'est des gens qui vivent comme moi, qui sentent comme moi, qui pensent comme moi. C'est sûr Hmm. que, voilà, avec le vécu que j'ai, je sais, je peins avec le vécu que j'ai. Donc, forcément, peut-être que des gens qui sont extrêmement aisés et qui ont plutôt tendance à collectionner les tableaux, ils peuvent pas être très sensibles à ma vision du monde, quoi, qui est complètement différente de la leur. Et d'un autre côté, les gens qui pourraient avoir une vision du monde assez proche de la mienne, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des tableaux comme lui. Hmm. C'est très problématique, mais de manière ultime, au-delà de ça, je pense que la peinture, ça s'adresse à tout le monde. Moi, je peins Oui, pas c'est ça que je c'est ça ma peins pour question. tout le Oui, bien monde, sûr. quoi. Ouais. Et là, on va passer au dernier tableau qui s'appelle La Tal Vera, qui Ouais. date de 2022, qui fait 1,20 m sur 1,50 m. Mais quand je te pose cette question-là, c'était aussi c'est la question de croire à l'objet tableau, c'est-à-dire comme objet social, quoi. Toi, tu penses que c'est, Je comprends pas ta question, là. bah, si on pourrait dire, je sais pas, tu pourrais te dire, bah, Ken Loach, il pense que c'est le cinéma, il fait un cinéma social et tout ça. Est-ce qu'on peut faire des peintures est-ce que tu touches ton public, quoi? Voilà. C'est compliqué, hein, comme sujet, mais parce que je me pose la question que je te le pose, hein. C'est aussi pour ça que je fais par exemple ces émissions, c'est d'essayer de toucher un autre public que le. Là, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit qu'il osait enfin aller dans les galeries d'art alors qu'il n'osait pas d'habitude parce que simplement il a vu des artistes parler de leur travail et qu'il voit que c'est des gens normaux et ils ont moins peur d'y aller. Bon, bah voilà, c'est une vraie. Moi, Mais il c'est une faut que les médaille, gens mais ouais. comme Comment? moi, enfin, moi, je suis peintre, mais faut que tout le monde aille dans les galeries. Oui, bien sûr, bah, moi je suis pour C'est aussi. grâce à ça Ouais. que l'art peut avoir une certaine vitalité, parce que si c'est réservé à une toute petite frange de la population, ça n'aurait Mhm. aucun intérêt, à mon avis. Et donc toi, Après, mais j'ai toi, tu pas de crois réponse à ta question, parce que c'est une bonne question, mais franchement, Ok, compliqué, quoi. très bien. Bah, alors, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau-là? En fait, c'est le dernier tableau que j'ai peint et fini, celui-là. Alors, c'est un tableau de transition. Je dirais pas que c'est forcément un tableau dont je suis parfaitement contente, Mhm. mais c'est un tableau où je me suis amusée, où j'ai fait des expériences. En fait,
euh, suite à l'invitation d'Amélie Adamo, qui a eu la gentillesse de m'inviter à participer à l'exposition à laquelle on participe ensemble, Immortel au Monpo de Montpellier. Ouais, dont on va parler après. Ouais. Elle m'a, elle m'a, elle a pris un tableau, elle a choisi un tableau parmi les tableaux, et ensuite elle m'a proposé, elle m'a demandé si j'avais un tableau qui pouvait faire référence à l'histoire de l'art ou l'artiste en train de faire son œuvre. Bon, je pensais pas avoir ça, mais je lui ai proposé de faire un tableau avec. Ah, Si, merde, si, ça marche, ça ça marche, ça marche pas, marche. là, Oui, Internet? je suis là, je suis Tu là, m'as ou je suis pas? là. Tu me vois? Donc, alors moi, je lui ai proposé de faire un tableau avec tout ce qu'elle m'a dit qu'il fallait faire, quoi. Et Mhm. je me suis Ah oui, beaucoup d'accord, une commande amusée. presque. Ouais. Et il y a un peu d'humour, il y a un peu d'autodérision là-dedans. En fait, l'idée, c'était, elle m'a dit, donc il fallait l'artiste en train de faire son œuvre, les références à l'histoire des arts. Donc, il y a l'artiste en train de faire son œuvre. En fait, j'ai fait une représentation de tout le village dans lequel j'habite, qui est en train de réaliser une fresque que je supervise Mhm. sur un mur. Enfin, ça, c'est encore toute une histoire, ce truc. Et puis, en parallèle, je me suis dit, bah, allons-y gaiement, puisque c'est l'artiste en train de faire son œuvre. Donc, il y a le côté collectif. Et puis après, moi, je me suis fait un mini best-of. J'ai représenté mes mains en guise d'autoportrait avec quatre petites images, donc quatre de mes tableaux préférés de ma production. Et au milieu, une espèce d'animal improbable qui serait une représentation symbolique de mes chats, qui serait une forme d'autoportrait détourné. Donc évidemment, je m'amuse et il y a beaucoup d'humour dans ce que je fais. Et il y a aussi une double référence à deux artistes que j'aime beaucoup, qui Mhm. sont Pavel Filonov, un artiste soviétique, et Yuri Norshtel, qui est toujours en vie, qui travaille avec sa femme Francesca, qui fait de l'animation depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui a réalisé des dessins animés extraordinaires, un très très grand artiste. Et donc voilà, c'est la double référence Trop qui a bien. été demandée. Voilà, c'est un tableau où je me suis beaucoup amusée, où j'ai pris quelques risques. Et là, donc, quand même, on passe du tableau précédent qui était quand même, on va dire, photographique, à ce tableau-là qui est beaucoup plus naïf, où tu joues de naïveté, tout ça. Ça, tu arrives à faire une transition de l'un à l'autre sans poser aucun problème. Aucun problème. Et puis j'aime bien aussi le degré zéro de la peinture. J'aime bien, par exemple, là, j'arrive pas à mettre l'image sur si ça est gelé. En fait, j'adore quand il y a des parties qui sont hyper mal peinte, mais vraiment au niveau degré zéro de la tête à Toto, le bonhomme bâton. Hmm. Vraiment, il y a rien, quoi. Il n'y a aucune recherche de Les manière. échelles, un peu comme ça, Ouais, des lignes. Ouais. il y a un travail de composition, par contre, toujours. Mais j'adore quand c'est à l'os, quoi. C'est-à-dire quand c'est vraiment, quand Hmm. je vais droit à l'essentiel. Mais ça, c'est aussi dû au fait que j'ai été prof. Quand j'étais à Moscou, j'ai enseigné au lycée français pendant 3 ans. J'ai donné des cours à des élèves du collège. Et comme les arts plastiques s'en foutaient un peu, donc j'étais assez libre de faire ce que je voulais avec les élèves et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Les dessins des élèves, j'ai absolument adoré et ils m'ont beaucoup appris. Et en fait, ce qu'ils m'ont appris, entre autres, c'est qu'on peut faire des choses extraordinaires sans être bon, sans être un super technicien, sans avoir une connaissance approfondie de l'histoire de l'art. Et que, en fait, le dessin, la peinture sont des choses fondamentales qui appartiennent à tout le monde. Euh, Ça fait partie de notre humanité. Bon, voilà, c'est ce que je recherche en peinture, dans ce genre de trucs. Et toi, tu es dans ce cadre, parce que j'ai l'impression que quand même, enfin, on va en parler après, remarque, mais toi, tu serais, excuse-moi, je me suis perdu dans mes pensées, mais, toi, tu accepterais de faire des fresques ou des choses comme ça? On a l'impression que c'est un travail qui pourrait être mural, quoi, tu vois, tu pourrais faire des grands murs. Bon, des trucs de commande, je sais pas si je pourrais le faire. En l'occurrence, à la fresque que je supervise, ça me demande énormément de travail et D'accord, c'est du bénévolat d'accord. entièrement. Ben justement, on va en parler. Bonne transition. Puisque dans ton actualité, tu fais une fresque que, que tu as peint dans le tableau, donc comme ça nous fait un. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que tu peux nous laisse en pas que tu parler? montes là Ah l'image ouais, parce que je on vois monte pas ce ça. que tu es en Ah ouais. train de montrer. On monte le mur bleu là. Ouais, voilà. Avec des étoiles et tout. Je Donc vois ça, pas. c'est une Attends, fontaine, c'est ça? Non, j'arrive pas à le faire défiler là. Ça y est, je vois plus C'est rien. 88, voilà, 80, 89, 89. Pardon. Non, mais je l'ai pas. Tant Bah, tu pis. la connais de toute façon, tu connais l'image. Ouais. Oui, oui, bof, ouais, de mémoire. Donc là, tu es en train Donc de raconte-nous montrer une l'histoire photo de de la cette fresque, fresque. c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais faire bref parce que c'est tendu quand même. C'est une Ok. histoire, il y a beaucoup de tension dans cette histoire. Suspense. C'est de faire bref parce que je suis un petit peu en colère aussi par rapport.
C'est une aventure humaine, donc c'est à la fois passionnant, super, et en même temps plein de colère, de déception, etc. Mais voilà, une personne de mon village qui a eu l'idée comme ça enfin, c'est un mur qu'il y a dans le village Mhm. qui sert de soutènement à une réserve d'eau. C'est un mur en parpaing gris qui est au milieu de la nature, etc., qui est hyper moche. Et de ce mur sort un trop plein d'eau par un tuyau et c'est trop beau. Et on s'est dit, mais c'est trop dommage qu'on ne fasse pas quelque chose de beau autour de ça. Et Céline, tu pourrais superviser un projet de fresque, etc. Et puis on ferait ça pendant 2 semaines et ça serait super. Et ben moi j'ai dit ok, pas de problème, sauf que je me suis tapé au moins 400 heures de boulot, que c'était très dur, que j'ai pas été du tout aidée, que les habitants ils sont venus faire leur étoile et que ça c'était super. Il y a eu toutes les générations, toutes sortes de gens. C'était magnifique parce que ça a une dimension utopique et complètement improvisée et libre. Et, enfin, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Mais en même temps, je dois dire que j'ai pas été beaucoup aidée, quoi. Donc je l'ai un peu amère. Donc d'autant que la fresque s'est un petit peu dégradée, qu'elle n'est pas encore finie, qu'il va falloir que je me retape le boulot pour restaurer les parties dégradées et que je trouve que c'est pas très cool que voilà, qu'il n'y ait pas plus voilà, de reconnaissance du travail que ça, quoi. Et ça pose aussi le problème à toute petite échelle. Et je suis dans un village où il y avait des gens très, très sympas et tout, hein, plein de Mhm. bonne volonté et tout. Et ça, il n'y a pas de problème autour de ça. Mais ça pose le problème à petite échelle. Ce qui est chouette quand tu vis dans un village, c'est que tu vois à petite échelle la manière dont la société considère les artistes, particulièrement les plasticiens. Mhm. Par exemple, j'ai entendu des choses quand même autour de moi par des gens vraiment adorables, intelligents et tout en me disant, j'aime pas le mot art, j'aime pas le mot artiste, pour moi ça veut rien dire, c'est prétentieux, mais qu'est-ce que je veux dire, le mot musique, le mot musicien, ça pose pas de problème, donc pourquoi le mot art et le mot artiste devraient-ils poser problème? Mhm. Donc la place de l'artiste dans la société, et en l'occurrence au cœur d'un village, est problématique, parce que d'un côté, on peut regarder ça de loin de manière bienveillante, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens ont tendance à penser que les artistes c'est rien de vraiment spécifique. On se demande ce qu'ils foutent de leur journée. À la limite, oui, leur travail n'est pas reconnu, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de ça, moi, je trouve, hein. Il y a un problème Mhm. avec ça, quoi. Mais bon, Ouais. Bah, c'est je t'avoue que peut-être je réfléchis à personnel. une émission à venir sur la condition de l'artiste, mais voilà, c'est un peu de travail, donc il est le temps de le préparer, quoi. Voilà. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein. Ouais. Bah même de manière concrète aussi, de se rendre compte à quel point on est utile à la société, comme aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi Ah oui, ça, oui, on est aussi merci une de le dire, parce économie, que on a ouais, aussi c'est ça. des gens qui travaillent. Ouais, ouais. Il y a pas T'as vu, en un... 2020, pendant le confinement, on n'était pas des essentiels, on n'était rien, quoi. Ça me paraît normal. Ah, Non, moi, non, pas mais du bon. Mais par Moi, contre, pas du tout. Par de... exemple, la septième symphonie de Shostakovich, Hmm, il a écrit pendant le siège de Leningrad, en hmm. pleine guerre, à un moment où les gens Oui, crevaient de oui. faim. Et cette symphonie, pour les gens, elle était vitale. L'art, c'est Hmm. vital en toutes Ce qui me paraît moins circonstances. normal, c'est que les musées, que là, par exemple, je pense à un article de Magali Le Sauvage dans le quotidien de l'art où elle explique qu'en gros, ou le rapport Racine, qui est un rapport public et d'État, hein, sur le statut des artistes, où en gros, c'est les artistes les moins bien payés du milieu de l'art, quoi. Et ça, c'est quand même un truc problématique. Voilà. Et c'est un peu de notre faute aussi. C'est aussi nous qui nous organisons mal, hein. Mais bon, c'est notre problème. Mais en tout cas, on va parler d'une autre actualité qui est super. Parce que justement, c'est un peu le contraire de de ce qu'on vient de dire, parce que c'est une grande exposition dont on a déjà parlé beaucoup ici, qui s'appelle Immortel, mais là, ça arrive, puisque le vernissage, c'est le 10 mars prochain, de 18h à 21h au MoCo à Montpellier. Et donc là, il y a un énorme paquet d'artistes, je crois que c'est 120 artistes, toi, tu fais partie de l'exposition. Il y a énormément d'artistes des apparences qui sont passés aux apparences qui sont dans l'exposition aussi. D'ailleurs, il y aura une salle, je crois, où il y a des projections, des interviews, des apparences dans l'exposition même. Toi, tu montres combien de tableaux? Deux. Deux tableaux. Donc le nouveau tableau qu'on a vu et un ancien Ouais. qui est lequel? C'est un tableau assez abstrait, assez naïf, sur fond rouge qui représente des fleurs, Voilà. qui a été choisi par Amélie Adamo. Et c'est une exposition complètement monstre. Donc oui, le commissaire général, c'est Noumar Bussin. La co-commissaire invitée, c'est Amélie Adamo. Et puis, il y a un Moko Panassé pour les gens qui sont nés après 85. J'ai déjà pris ça. Et c'est Annie Harrison voilà, qui s'en occupe. Et dans ce cadre-là, moi, je donne une conférence le 16 mars à 19h. Ça va s'appeler La fabrique du tableau. Je crois que c'est en direct sur YouTube. Voilà. Et sinon, c'est le 16 mars à 19h à Montpellier.
tout cela étant un peu tout cela au milieu des histoires des retraites et tout ça, où on est un peu dans les injonctions contradictoires, à vouloir que tout soit bloqué, mais en même temps pas bloqué pour nous. Donc on va voir comment ça se passe, quoi. Voilà. On va passer à la deuxième Il faut émission. faire du stop dans ces cas-là, ça peut être sympa le Comment? stop. Le stop à plusieurs, ça peut être marrant. Ouais, mais moi j'avais proposé à Noumar Bussin de faire un covoiturage de peintres, où d'un coup on mettait 5 peintres dans une voiture, dans chaque voiture qui fait Paris-Montpellier, et d'un coup on leur donnait un débat à faire pendant le voyage, quoi. Voilà. C'est génial Et comme bah, idée. je trouve ça rigolo, ouais, mais bon, on verra comment ça tourne. Alors on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je t'ai demandé une passion de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et là, bon, tu m'as proposé l'émission, tu m'as proposé le tableau. Donc, c'est le retable L'Adoration de l'agneau mystique de Hubert et Van Eyck et Jeanne Van Eyck, qui est à Gand. On peut rien voir en vrai, quand on le voit en vrai, parce que vous allez voir des images, c'est trop sombre, on voit rien, c'est trop haut, c'est trop grand. J'ai Donc revu voilà. cet été, c'est pas complètement vrai ce que tu dis. Alors, moi, je trouve qu'on voit rien, mais bon. Et par contre, on peut le voir en très bonne qualité sur Internet, parce qu'il y a un super site dont Nice va nous partager le lien, et vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi, où d'un coup on peut zoomer dedans, voir avant et après restauration. Voilà, et c'est un délice total ce tableau, c'est génial. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau? C'est une merveille, mais tu vas m'aider parce que bon, Non, non, mais j'arrive excuse-moi. que des conneries. Non, tu veux dire aucune connerie, je t'écoute. Ok, alors, je vais essayer de faire bref et simple, mais pour moi, ce qui me touche le plus, en fait, c'est la dimension synthétique du tableau, c'est-à-dire que c'est l'idée de faire rentrer le monde dans la peinture, quoi. À la fois d'arrêter tout, quoi. C'est la magie de la peinture, pour moi, c'est ça, t'arrêtes tout, quoi. Le temps, l'espace, tu concentres, il y a un truc vraiment synthétique de la magie, quoi. Et puisque ce qu'il y a souvent, je m'excuse, je fais un petit, ça n'a rien à voir, mais juste un petit retour sur mon travail. Non, mais vas-y, Souvent c'est dans très ma bien. Ouais. peinture, pardon? C'est très bien, vas-y. Ouais. Souvent dans ma peinture, en fait, pour moi, les tableaux, bon, parce que c'était aussi une échappatoire, sans doute, mais souvent, je vois mes tableaux comme des portes. Bon, je fais à peu près le contraire de ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire quand j'étais aux Beaux-Arts, hein. La subjectivité, le monde intérieur, tout ça, on m'a dit que c'était pas bien, que c'était Hmm. essentialiste et pourri, etc. Moi, je fais exactement tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait pas faire. Donc, je vois la peinture un peu comme ça, en fait, souvent, dans ma pratique. La peinture comme une porte vers un au-delà, vers un ailleurs, un univers parallèle, une forme d'utopie, quoi. Et je vois ça chez Van Eyck, quoi. Vraiment de manière, là, chez les frères Van Eyck, dans ce retable, c'est vraiment la porte ultime, quoi. C'est le Graal, il y a de la magie totale, quoi. Puis c'est aussi ce côté, il y en a plein, quoi. Voilà, c'est un politique, donc il y a ce côté, voilà, ça fait, enfin, bon, déjà, moi, je trouve une résonance avec mon travail, avec le fait que j'essaie de faire cohabiter plusieurs choses dans un même tableau, etc. Mais aussi, je veux faire rentrer le monde dans ma peinture. Mais là, vraiment, on n'y arrive jamais. Mais eux, ils ont touché à quelque chose de grandiose, quoi. Ils n'ont pas réussi à faire rentrer le monde, mais ils sent très bien qu'il y a cette ambition-là, quoi, qui a été poussée très, 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 très loin. Alors, je Hein. fais plein de visuels et je pousse notre réalisateur Nils à en mettre plein parce que je crois que Nils, t'as pas compris que le retable, c'est un truc énorme avec plein d'images, plein de textures. Donc il y a aussi le nu, les parties de photos de nu et tout ça. Je crois que t'as pas vu que ça faisait partie de l'œuvre, hein, parce que là, je vois que l'agneau mystique qui passe sur Twitch. Euh, et moi, le truc qui m'intéresse le plus dans ce tableau, c'est le fait que le côté tableau monde, ça, je pense que c'est très proche de ta peinture, c'est-à-dire de vouloir presque mettre le monde dans un tableau, quoi. C'est essayer de faire des biotopes presque, tu vois, dans tes. Et il y a le Mais fait. toi aussi, il y a un peu de ça Bah, dans ta oui, peinture. moi, ça m'intéresse. Bah, oui, on est assez proche là-dessus. Et le côté aussi texture, quoi. C'est-à-dire d'un coup, il est obligé de s'il doit peindre le tableau monde, bah, il peint la boue, il peint les feuilles, il peint les tissus, il peint la boue craquelée, la boue mouillée. Ça, c'est quand même très impressionnant parce qu'on est au 15e siècle, encore une fois, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as vu les diamants qui sont à côté de la fontaine. J'adore. Ouais. J'adore. Je l'ai revu cet été, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Hmm. Et là, je l'ai revu cet été. Et je me rappelle là, l'eau de la fontaine, putain que Ouais. c'est. Les gouttes de l'eau là. Oh là Ouais. là. Puis l'eau là, là dans le bassin, là, c'est un peu marron brun, là. Avec des reflets incroyables. C'est juste extraordinaire. Vraiment, cette œuvre, elle est juste. On peut en parler pendant 3 semaines. Voilà, Mais là, par je vois exemple, passer ne serait-ce les que, je traces sais de pas, pas des chevaux, des choses comme ça, les traces des pas des chevaux dans la boue, des choses comme ça. Ouais. ça, je l'ai pas remarqué.
Tu vois, il y a encore, Ouais. il y a plein de trucs à côté desquels on passe. Par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, là, c'était un truc que j'avais pas fait, auquel j'avais pas fait attention, c'est sur le panneau de droite, avec, c'est qui, là, celui avec le manteau rouge? C'est Saint-Christophe, je sais plus. Je pourrais pas te dire. Saint-Jean-Baptiste. Ouais, C'est qui, là, le saint, là? je pourrais pas Pas, te dire. Ouais, bon, bref. Bah, avec le bonnet, avec son manteau rouge, là. En fait, dans le ciel, il y a des oiseaux, quoi, qui sont tellement beaux. ça J'avais j'ai vu. jamais fait gaffe. Ouais, C'est trop beau, quoi. Et ne serait-ce que Adam et Ève, ouais. c'est Et une même merveille. ils On ont des est au poils. 15e siècle, on est au début du 15e siècle. Hmm. Ils sont, bon, alors je comprends que voilà, c'est un tableau religieux, ok, donc j'en fais une lecture complètement différente, certainement anachronique, etc., avec mon regard de personne qui vit au 21e siècle et qui fréquente pas l'église. Mais mettre deux êtres humains comme ça sur le même plan que Dieu, Saint Jean-Baptiste, Marie, les anges, etc., de cette taille-là, ils sont pas spécialement beaux, mais ils sont pas moches non plus, et ils les rendent aussi dignes, c'est vivant. Hmm. Je trouve ça extraordinaire. Ne serait-ce que ça, mais bon, il y a des tonnes de trucs dont je peux parler. Je trouve que il y a tout. Il y a le monde, il y a la vie, il y a le fantastique, il y a le merveilleux. Moi, je suis très sensible à ces choses-là aussi. Ah, voilà, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est juste une merveille. En plus, la dernière fois, quand on y est allé, j'y suis allée avec mon mari cet été. Ouais. Et en fait, on a pris un créneau horaire au hasard, comme ça, vers 4-5 heures. Et forcément, j'ai traîné longtemps, quoi. Et à un moment, il y avait plein de gens qui étaient vraiment au fond de la pièce et moi, j'étais collée au retable. J'étais toute seule collée au retable derrière la vitre. Et tout d'un coup, je regarde le panneau de droite, là, tout d'un coup, je le vois bouger vers moi. Putain, j'ai eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était pas du tout exposé dans la même chapelle et Hmm. c'était pas exposé dans les mêmes conditions. Et apparemment, depuis peu, en fait, ils ont aménagé un système électrique qui fait que les panneaux s'ouvrent et se referment. Et donc, j'ai vu les panneaux se refermer devant Trop moi et bien. je m'y attendais pas du tout. Mais c'était juste fou, quoi. C'était tellement extraordinaire. Et puis, il y a tellement d'histoires autour de cette peinture. Et puis, je sais pas, il y a tellement de... Bah, encore une fois, il faut aussi se dire qu'à l'époque, avoir autant une image aussi chargée, ça devait être c'était Euro Disney, quoi, quand on ouvrait le panneau, quand on ouvrait le retable aux gens qui n'avaient pas d'image dans leur vie, quoi. Donc, d'un coup, faut imaginer ce que c'était comme feu d'artifice de couleurs et tout ça, quoi. Ouais. Et puis, il y a une telle spiritualité aussi dans ce tableau. Mhm. C'est tellement spirituel. Un soin aussi, ouais. Un soin du monde. Alors toi, tu vas du côté du mystique, moi je vais du côté du ah bah quand même les poils sur les cuisses de Jésus, elles sont, il y a pris soin quoi, il est presque, enfin voilà, il y a un Et il truc. est où Jésus d'ailleurs? Jésus Dieu, tu veux Pas de dire? Jésus, excuse-moi, de Adam, de Adam. Ouais, parce Ah, que de Adam, oui, là oui. je vois les poils qui traînent. Alors, alors Nice, oui, je sais Nice, j'ai mis juste 120 images de ce tableau, donc c'est un peu, c'est Non, mais important. tu peux en parler parce que moi, du coup, ça va me faire une pause. Là, j'en peux plus de Non, non, parler. mais en tout cas, Nice, voilà, enfin, Bah, ça m'intéresse vous tout pouvez retrouver d'entendre ce tout que le tu as à dire tableau, vous dessus, pouvez. hein. Non, mais c'est presque un film. On peut passer 1 heure et demie à regarder les hautes def comme ça sur le site. Donc, je me remettrai le lien du site et puis vous pouvez vous amuser avec ça. C'est vraiment un délice. On va passer à une peinture d'histoire de l'art que tu n'aimes pas, que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes. Et tu m'as proposé un tableau de Pavel Filonov qui s'appelle Première symphonie de Shostakovich. Ça date de 1935. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, non, il y avait l'histoire du dessin. Tu avais un enfant, un dessin qui avait un. Oui, bah, en fait, non, c'était juste, mais je pense que je l'ai déjà dit brièvement, mais c'est juste pour dire que, bon, j'ai été prof pendant quelques années Ah oui, ça, c'est un élève qui avait fait. et, et les élèves que j'ai eus m'ont énormément apporté, m'ont énormément appris. D'accord. Et m'ont Je voulais appris que montrer ce dessin-là, donc on le montre. par rapport à ma propre expérience de peintre, ce que je cherche à atteindre personnellement, bon, Hmm. il y a d'un côté, il y a Van Eyck, évidemment, c'est inaccessible. Mais il y a aussi le fait voilà, de dessiner, peu importe les moyens que tu as à t'apporter. Ça, il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas, du fondamental, de l'essentiel, profondément humain dans le fait de représenter, de dessiner ou pas forcément représenter, d'ailleurs, de dessiner ou de peindre. Voilà, ça peut être merveilleux, quel que soit, voilà, Et là, le le niveau dessin de technique. ton élève, c'est T'as pas d'amis, prends un curly. C'était aussi en référence à Van Eyck, hein, on est d'accord. Pas du tout. Ah, ok, ok. Je voulais juste le Où c'est montrer. que tu vois la référence à Van Eyck? Parce Non, que non, je me non, suis non, demandé, bah c'était non, je me suis juste. demandé pourquoi tu nous demandais de montrer ça. Et comme il y a le chat au milieu, je me suis dit que c'est l'agneau mystique, peut-être que pour ça, Ah, mais non, non. ok. Bon. Non, non, c'était un élève que j'aimais beaucoup Ok, et vous voulez mettre un enfin, dessin de j'avais plein son d'élèves élève que j'aimais beaucoup. Je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle son prénom. Il s'appelait Gabriel, il était en ok. cinquième En et c'était 2018. un garçon Bien. extraordinaire et j'adorais ses dessins. Et bon, ouais, là, voilà, dans l'exemple de ce dessin,
Bah, en fait, on peut dire que c'est très maladroit. Sauf qu'au niveau de la composition, je trouve que c'est drôlement fort. Et je Hmm, trouve que ce qu'il arrive à exprimer, c'est extraordinaire. Avec peu de moyens. Et voilà, pour moi, la peinture, c'est ça aussi. trop bien. Et on va passer à la peinture d'histoire de l'art que tu n'aimes pas, que tu comprends pas encore, que tu rejettes. Et donc, c'est Pavel Filonov, première symphonie de Shostakovich, qui date de 1935. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah ben, j'ai complètement triché, en fait. D'accord. Pourquoi? Parce que t'adores ce tableau, en fait. Et j'avais pas envie de montrer un tableau que je déteste, mais en même temps, c'est pas complètement triché parce que, C'est pas détesté, que tu comprends pas, forcément. Ouais. ah non, non, mais c'est un tableau que j'adore. Et par Mm. contre, que visuellement, c'est pas un truc vers lequel je tendrais. Et le dernier tableau que j'ai fait là, Mhm. qui va être au Moko, mais justement, comme j'étais obligée de faire référence à Pavel Filonov, La telle j'étais Vera, obligée de ouais. travailler un peu avec ces couleurs. C'est des couleurs auxquelles je suis pas du tout sensible. J'aime beaucoup les couleurs chaudes, c'est Mhm. bleu, tout ça, mais j'ai un peu du mal, quoi. Et Pavel Filonov, il travaille énormément avec ce genre de couleurs. Ensuite, tu vois, les visages ils sont vachement durs et tout. La composition, elle est très particulière. Ouais. Et pourtant, je trouve que c'est un peintre extraordinaire, passionnant. Et on n'est pas si loin de Van Eyck, en fait, parce que lui aussi fait une peinture monde. Et c'était un théoricien aussi, un très grand un idéaliste. Enfin, c'est un de ces personnages qui sont nés au début du siècle et qui ont grandi avec la Révolution russe et qui ont vraiment cru aux idées révolutionnaires dans les années 20. Mhm. Puis ensuite, évidemment, comme beaucoup d'idéalistes, de gens de bonne foi, ils s'en sont pris plein la gueule une fois que les brutes sont arrivés au pouvoir. Mais tout ça pour dire que, donc, en fait, il a théorisé le réalisme analytique en réaction au futurisme et au cubisme. Mhm. Et en fait, contrairement aux cubistes, en fait, lui, son ambition, c'était pas tellement de représenter l'objet sous toutes ses facettes et sous toutes ses formes, mais plutôt de représenter le monde dans sa partie visible et invisible. Et en fait, la partie invisible, c'est ce qui anime le monde, en fait, l'âme, etc. Mhm. C'était aussi important que le reste, voire plus important. Et je crois que j'ai gardé une citation de lui. Peut-être c'est mieux Ouais, que vas-y. je la trouve, hein, plutôt que je... Parce que c'est tellement beau ce qu'il dit. Une toute petite citation. Notre but est de créer des peintures et des dessins réalisés avec toute la beauté du travail persévérant, sachant que la chose la plus précieuse d'un tableau ou d'un dessin est le travail puissant de l'homme sur une chose qu'il exprime et son âme immortelle révélée. Ok. Et en fait, voilà, donc c'était quelqu'un qui était tellement, qui était assez mystique et qui était tellement idéaliste en fait, qui se faisait une telle haute idée de sa peinture et de la peinture en général, de l'art en général, qu'il avait refusé de vendre ses tableaux. Donc du coup, ben il y a aucun de ces tableaux dans un musée occidental, donc, du coup on ne le connaît pas. Ouais. Et il a légué son œuvre au musée soviétique, qui l'ont caché pendant des années parce que c'était considéré comme un truc immontrable. Et ça a été redécouvert qu'à la chute de l'Union soviétique. Donc c'est très 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 peu connu en Occident et je trouve que ça gagne à être connu parce que je trouve que c'est une peinture très singulière. À mon avis, c'est un artiste aussi important que Malevich. Et, euh, et je trouve ça plus intéressant de parler de lui que de parler d'Andy Warhol ou d'une peinture de Damien Hirst. Voilà. Mhm. Et là, on Je peux va. parler de choses que je déteste parce qu'il y en a plein, Ouais, mais je bien trouve ça sûr. plus intéressant Oui, de t'as raison, t'as parler raison. de Pavel Filonov. Et là, on va peut-être pas y aller tout de suite, mais c'est où l'endroit où il y a le plus de tableaux de lui à voir? Je pense que c'est à Saint-Pétersbourg. J'y suis jamais allée à Saint-Pétersbourg. Il y en a aussi à Moscou. Celui-là, il est à Moscou. Et en D'accord. plus, il se trouve que là, dans ce tableau, il fait référence à Shostakovich, à la première symphonie. J'adore la musique et j'adore Shostakovich. Donc, voilà. J'essaie d'avancer parce qu'on Alors, manque un peu de excuse-moi, je temps. suis Non, bavarde, non, c'est n'importe c'est super, mais c'est trop bien, t'inquiète pas. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique, et justement, c'est pour ça que je fais la transition. C'est une œuvre musicale de Sergueï Prokofiev. C'est la septième sonate pour piano en si bémol majeur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah bah alors en fait, Prokofiev, il a écrit 9 sonates pour piano et il y en a trois trois, je crois, je sais plus, qu'on appelle les sonates de guerre. Je crois que c'est la 6, la 7 et la 8 qui ont été écrites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je sais que c'est au cas où les gens ne seraient pas au courant, en Russie et en Union soviétique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au cours de l'invasion nazie, il y a eu 25 millions de morts. Et au cas où les gens ne seraient pas au courant, Beaucoup plus les que Russes les ils se sont Américains. battus Ouais. très très fort et très très dur
pour repousser l'invasion nazie. Et on peut dire, si je m'exprime ainsi, qu'ils ont un peu gagné la Seconde Guerre mondiale, que ce n'est pas les Américains. Bon, Hmm. voilà, ceci étant dit, Contrairement au jeu donc il vidéo y Call a of pas mal Duty, de qui est une des meilleures ventes. compositeurs, comme par exemple, Pardon. ah, Parce qu'il y a un jeu vidéo qui a un énorme succès qui s'appelle Call of Duty, où c'est les Américains qui vont sauver qui vont sauver l'Europe jusqu'au camp de concentration, alors que les camps de concentration ont été sauvés par les Russes, quoi. Voilà. bien sûr. Ouais. Bah, les Américains, ils sont Et d'un très coup, c'est un forts, jeu hein. vidéo qui a énormément de succès, donc c'est toute une génération qui apprend ça. C'est quand même assez fou, quoi. Ah ouais. Donc en fait, donc Shostakovich a écrit la septième symphonie, l'édite Leningrad, pendant le siège de Leningrad en 42-43. Et ben justement, à la même époque, exactement à la même époque, Prokofiev a écrit la septième sonate qu'on a appelée plus tard Stalingrad. Donc, je sais pas, tu dois savoir ce que c'est, une grande bataille, là, qui a décidé de la suite de la guerre et qui est un grand retournement de Un grand l'histoire de la siège, Seconde ouais. Guerre mondiale. Et donc, en fait, c'est une sonate particulièrement dissonante, écrite en temps de guerre. Donc, j'imagine très bien l'état des gens à cette époque-là, dans quelles conditions ils se sentaient. Enfin, bon, voilà, je peux très bien imaginer. Et donc, il y a une sonate très dissonante, d'une grande violence, on sent une immense angoisse, etc. Et c'est en trois mouvements. Donc, il y a un premier mouvement où moi, je visualise très bien quelqu'un qui emploie un monde brutal, grossier et totalement absurde, et qui est en plein délire et en pleine angoisse, et qui se demande s'il n'est pas en train de qui se pince qui se demande s'il n'est pas en train de rêver. Voilà. Et le deuxième mouvement, il y a une espèce de mélancolie totale et d'une très grande élégance. Et le troisième mouvement, je crois que c'est mon préféré, on dirait presque du rock'n'roll. C'était une espèce de. Il y a un rythme comme ça, à la fois complètement bancal, déséquilibré, et en même temps très, 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 très régulier. Et on sent une espèce de force de vie qui dépasse tout, qui dépasse la peur, une colère, une force de vie qui va jusqu'à- jusqu'au bout, quoi. Enfin, je sais pas, je saurais pas en parler, mais j'adore cette sonate, je la trouve extraordinaire. Je l'ai vue jouer quand j'habitais à Moscou par un jeune pianiste japonais qui s'appelle Mao Fujita. On m'aurait dit qu'il tapait sur une machine à coudre, ou qu'il jouait à un jeu vidéo, je sais pas. Enfin, il avait une manière d'interpréter ça qui était absolument fabuleuse, extraordinaire. On s'est tous levés, on l'a applaudi debout tellement. Et puis, c'est une sonate qui a été créée par un pianiste que j'adore, qui s'appelle Svatopslav Richter, qui a été créé en 43, en plein milieu de la guerre. Et voilà, quoi. Et puis, en plus, mon fils qui apprend le piano, enfin, qui est jeune Il apprend pianiste, on va plus, là. dire, il Ouais. est obsédé par Prokofiev. Il adore Prokofiev, donc je me tape du Prokofiev du matin jusqu'au soir. Et je dois avouer qu'en ce moment, c'est Prokofiev du matin jusqu'au soir, voilà. Mais Il oui, vaut non, mieux que t'aimes, j'adore alors. Prokofiev. Ouais. J'adore la musique de Prokofiev. Et ton fils, il a quel âge maintenant? Il vient d'avoir 18 ans. D'accord. Et là, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé, et on retrouve notre Prokofiev, puisque c'est le journal de jeunesse de Prokofiev. Est-ce que tu peux nous en Mhm. parler? Alors, il Ah oui, n'existe pas en français, hein. Ouais. aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est le 70e anniversaire de la mort de Prokofiev. Bon, voilà, Aujourd'hui, même. ouais, Ouais. aujourd'hui. Donc en fait, c'est un jour, c'est voilà, j'avais du mal à trouver un livre de théorie dont je puisse parler avec. J'en ai pas lu depuis très longtemps parce que pour moi, les livres de théorie, bon, je les associe Mhm. à des choses que j'ai lues beaucoup plus jeune, j'en ai lu pas mal, hein. Mhm. J'associe en fait à. À l'école, ouais. Est-ce que je suis désolée de le dire, hein, ça peut paraître un peu réac et pourtant ça l'est pas du tout, mais à mon avis, c'est très souvent des outils au service des dominants pour justifier leur domination dans le domaine esthétique ou autre. Et souvent, bah, quand je me rappelle de trucs de théorie, bah, je me rappelle de Clement Greenberg. Putain, je me suis Mhm. tapé Clement Greenberg qui raconte que l'espace de projection dans le tableau, c'est vraiment un truc de réac, c'est inacceptable, inadmissible. Je me demande qui c'est qui l'a financé, ce type, quoi, Ben, ça, on le sait pour maintenant, tu sais. détruire comme ça. Ah oui, non, mais je dis ça, je Enfin, sais très ouais. bien qui l'a financé. Ok. Je vais Ouais. pas, je vais pas dire ici.
Non, mais après, il y a, je sais Sur pas, le par exemple, CIA, il y a des preuves, enfin, il y a des dossiers qui sont sortis de la CIA classés qui montrent que la CIA finançait Clement Greenberg et tous les je courants-là, sais, Rothko, tout ça. Ouais, non, je mais sais, mais voilà, j'avais je pas dis pour envie nos de tomber auditeurs, je le dans. dis pour nos auditeurs parce que c'est pas un complot, quoi, voilà, c'est pas Ouais. très compliqué. Ouais. Et après, je sais pas, il y a par exemple Derrida, il a écrit un truc sur la peinture, mais quand tu vois ce qui, bon, moi, je me rappelle même pas ce qu'il raconte, c'est tellement alambiqué. Et par contre, quand tu vois ce qui illustre ses propos, quoi, putain, mais je comprends pas. Dami, bon, moi, ça me parle pas, tu vois, par exemple. Mhm. Bon, bref. Donc, le journal de Prokofiev, c'est un des derniers trucs que j'ai lu avec grand plaisir. On peut pas dire que ce soit un ouvrage théorique, mais par contre, c'est quand même un- c'est quand même un livre qui te permet de rentrer dans la vie d'un artiste, d'un très jeune artiste, en Mhm. l'occurrence, parce que c'est un étudiant au conservatoire à l'époque de Saint-Pétersbourg, juste avant la Première Guerre mondiale, donc c'est les années 10. Et c'est passionnant, c'est un gamin qui est plein de vie, curieux, qui a un cercle social très élargi, qui rencontre des tas de gens, qui a une boulimie de tout, de découverte de musique, bon bref. Et en même temps, c'est un sale gosse et c'est un type très très antipathique, Prokofiev. Autant j'adore sa musique, autant le personnage est détestable. Et c'est passionnant parce que comment on peut écrire une musique aussi extraordinaire tout en étant un seul type comme lui, quoi. Parce que c'est vraiment un seul type, Prokofiev. Et quand et quand tu peins, tu écoutes de la musique ou tu écoutes ton fils travailler ou comment ça se passe? Parce que là, t'as plus. Déjà, Ouais. déjà, quand je peins, je ne pourrais pas peindre avec mon fils à côté en train de faire du piano, ça c'est juste Ok, impossible. d'accord. Mais oui, j'écoute de la musique, je peux écouter la radio, mais ouais, j'écoute pas mal de musique. Pour moi, la musique, c'est vraiment hyper important dans Et ma c'est de la vie. musique classique, ouais, surtout. Pas que, mais beaucoup de Ok. musique classique, quoi. Ouais, ouais, beaucoup de musique classique. Parce que tu nous as proposé une autre. Je t'ai demandé un autre personnage Pour qui t'a rester dans la musique, c'est influencé ça? pour rester dans la Un musique. personnage C'est musical? la figure du barde dans Astérix et Obélix. Ouais, bah alors là, je sais pas ce qui m'a plu parce Assurance que aucune. je pense que j'ai Oui. pas d'inspiration là pour en parler. Ah, Juste, ok. je sais pas, c'est un truc qui me revient tout le temps. Pourtant, j'ai pas eu d'album d'Astérix et Obélix entre les mains depuis longtemps. Il y a 2 ans, quand j'ai vécu chez ma sœur, elle a la collection complète, donc j'ai tout relu. Et c'est vrai que la figure du barde m'a sauté aux yeux comme ça. C'est une Donc espèce j'ai fait d'enthousiasme qui marche jamais. C'est quoi le. ouais, bah, parce que je m'identifie totalement à cette femme. Totalement. Mais je pense qu'on a déjà eu, toi et moi, des débats là-dessus, sur le réalisme, le romantisme, etc. Donc, voilà. Bah, en fait, c'est un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on t'apprend à l'école, que l'artiste, il doit être intégré dans la société, Mhm. que l'artiste seul contre tout, c'est un espèce de cliché romantique complètement éculé, etc., Ah, etc. on a Mais dû en parler, ouais. Ouais. moi, je trouve que c'est pas vrai. Moi, c'est comme ça que je vis le truc. Et je sais pas, c'est pas de la pose, c'est comme Mhm. ça que je vis le truc, quoi. Et donc Il y a vraiment souvent, je trouve, un conflit entre l'art et la vie. Et là, le barde, bah, je trouve qu'en fait, il n'est pas du tout ridicule, ce mec. Il est sympathique, il est très sympathique, parce que même le fait qu'il chante faux, je me commence à me poser la question, est-ce que vraiment il chante faux ou est-ce que c'est ces bourrins de Gaulois qui comprennent pas qu'il chante bien et qui entendent Mhm. rien? Et tu te sens attaché et bâillonné au banquet? Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est là, le mec, il a sa maison en haut d'un arbre, là, Mhm. et bah, moi aussi, quelque part, parce que j'ai une T'es monté les maison, montagnes? Ouais. voilà. Et puis, il touche le ciel, quoi. Et puis, le moment où l'apothéose qu'il attend, qui n'arrive jamais finalement, bah, c'est le moment où il est en bas de l'arbre, quoi. Plongé dans l'obscurité pendant que les autres font la fête. Oui, parce que ce serait le moment où oui, il devrait exploser, c'est vrai. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le truc qui arrive jamais, quoi. Bon. Après, c'est peut-être. Enfin, moi, je reprends ça, mais c'est la figure de. Toi, t'as une énergie incroyable, t'es quand même très combative et tout ça. Il y a peut-être ce truc de l'enthousiasme que t'es quand même, que Ouais, t'as c'est chevillé ça, au ouais, corps, ouais, où tu ouais. vas y aller quoi qu'il arrive, Il y a quoi. ça, Ouais. ouais. C'est celui qui se décourage jamais, malgré tout. Ouais, Voilà. Ouais. j'ai ça, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Irina Corina qui s'appelle Sunday, qui date de 2022, qu'elle m'a gentiment envoyé en haute définition. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai plus les images sous les yeux. Attends. Ah bah pardon. Bah, en fait, Irina Corina, j'aurais du mal à bien en parler, mais c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en Russie. C'est une artiste qui vient en partie, qui a beaucoup travaillé en tant que scénographe aussi, mais c'est une artiste contemporaine très connue là-bas, qui fait plutôt des installations, qui est plutôt connue pour ses installations.
et qui est quand même qui a été quand même pas mal représentée en Europe de l'Ouest, elle a fait des expositions personnelles à Londres, je crois au Centre d'art à Vitry. Elle a fait partie des artistes qui ont représenté la Russie à la Biennale de Venise. C'est quand même quelqu'un de très reconnu. Mhm. Et en même temps, elle a une approche de l'installation qui est singulière parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main dans ce qu'elle fait. Et quand elle a des assistants, là, forcément, des assistants, c'est pas ses assistants, c'est ses amis. Mhm. Donc, c'est tout à fait un rapport complètement différent à l'œuvre d'art que certaines de nos stars ici peuvent avoir. Et il y a un rapport aussi aux cultures populaires auxquelles je suis très sensible, puisque moi-même, quand même, il y a ça dans mon travail. Et une conscience de classe. Alors, je pense pas qu'elle nommerait ça comme ça. Mhm. Il y a un chat qui... C'est très bien. Mais oui, bon, je sais pas si elle serait d'accord Très avec beau ça. là. Nice, faut que tu fasses le gros plan, hein, le plan large. Je suis chez une copine voilà, qui me prête, parce que sa connexion Internet est meilleure que la mienne. Très bien. Et c'est le chat d'une amie d'enfance et voisine. Donc, en fait, je suis pas sûre qu'elle serait d'accord pour qu'on parle de son travail en ces termes. Mais moi, ce que je ressens par rapport à son travail, c'est qu'il y a une forte empathie envers les classes populaires de Russie, quoi, avec tout le quotidien, les objets du quotidien, toutes les mythes qu'il y a autour, etc. Bon, bref, voilà. Et depuis peu, je pense depuis 2020, elle s'est remise au dessin et à la peinture avec énormément de courage et voilà, de liberté et Mhm. d'intelligence et d'humilité. Enfin, voilà. C'est quelqu'un c'est une personne pour laquelle j'ai une immense admiration. Il y a encore une- et j'adore cette manière de peindre. Je veux dire, c'est tellement différent de ce que je fais. Enfin, elle peint avec un chevalet et puis elle se pose face à un paysage, je sais pas. Ah, Elle ça, y de novembre va, 2022, ouais. Ouais. elle y va avec ses couleurs et tout. C'est tellement humble et c'est tellement basique et voilà. Puis je trouve ça génial. Et toi, tu as des échos de comment ils vivent la guerre et tout ça, comment ça impacte leur vie et, Bah, non. j'ai pas envie trop de parler à Ok. leur place, mais je pense elle est très malheureuse. Hmm. En plus, c'est quelqu'un qui vient en partie du monde du théâtre et le monde du théâtre, il morfle énormément. D'accord. Et après, ceci étant dit, oui, elle a pas mal d'amis qui sont. Elle a quelques amis, dont deux artistes que j'adore qui sont à Paris, qui ont un collectif qui s'appelle Elikoka, qui sont partis, par exemple. C'était des gens, Hmm. ils ont un esprit collectif très fort et ils sont loin les uns des autres, c'est dur. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément son pays. Donc, c'est compliqué pour elle. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un peintre qui s'appelle Christian Bastian, et ça s'appelle La Pradeille, Crépuscule d'avril, voilà, ça date de 2015. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Christian, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'on a passé, bon, on a une grange avec une grange pourrie, hein, c'est pas vraiment une maison, c'est dans les Corbières. Et on a passé plusieurs étés. Et à cette occasion, il y a de nombreuses années déjà, j'ai rencontré quelqu'un qui vit là-bas, dans le village où on a une grange, depuis de nombreuses années, qui s'appelle Christian Bastien et qui est un peintre qui est beaucoup plus âgé que moi, enfin qui a 20 ans plus que moi, et qui a exposé il y a plusieurs années déjà, il y a assez longtemps, à Paris, à New York, etc., qui est dans un rapport différent à la peinture que je ne suis. Et moi, ça m'intéresse, ça me nourrit. C'est pas du tout le rapport que vous pourrez avoir à l'art ou à la peinture. Voilà, un artiste parisien. Voilà. Et je crois, il a un grand respect pour les maîtres du modernisme, Picasso, etc. Et il a un côté Don Quixotesque que j'aime beaucoup. Il a un côté très, voilà, investi dans son travail. Et il a un grand atelier. Moi, j'ai jamais eu d'atelier. Je peins, j'ai pas d'atelier en fait. Je peins sans atelier. Et lui, il a un grand atelier où il y a plein de toiles entreposées. Quand il les sort, c'est magique, c'est majestueux. Et puis voilà, ces toiles, elles sont pas sorties de l'atelier depuis très longtemps. Et donc, ça a un petit côté chef-d'œuvre inconnu, quoi, son travail. Et ça, je trouve ça magique. Et je crois que dans un an, il est prévu qu'il fasse une grande rétrospective sur son travail à Carcassonne et dans d'autres lieux patrimoniaux de l'Aude, grâce aussi en partie à la mairesse du village où il habite, qui est une femme extraordinaire, qui s'appelle
Magali Arnaud, qui défend la culture, qui défend les artistes, qui les aime, qui les défend. Et ça, c'est tellement rare et c'est tellement remarquable. Des gens qui ont de la considération pour les artistes et qui se battent pour eux, que ça mérite quand même Trop d'être bien. évoqué. Et Christian, oui, bah, je trouve que ce tableau est très beau, il est sensible, c'est un très grand tableau. Il y a aussi tout un travail autour du geste que, bon, moi, j'ai pas du tout dans ma peinture. Je pense qu'il manipule, il, il- il- il fixe la peinture en partie avec des planches, enfin, par des procédés un peu particuliers. Et je saurais pas trop en parler, mais oui, il y a une espèce de lyrisme, de fraîcheur, de sincérité qui me touche. Voilà. Parce que le tableau, il fait 2 mètres, 2 mètres sur, enfin, 2 mètres 16 sur 2,50 m, hein. Ouais, c'est un grand tableau. Ouais. C'est comme un soutien très très grand, quoi. Ouais. Et puis, il y a un travail de la couleur aussi qui est magnifique, je trouve. Voilà. Et Bah, moi, super. j'aime bien, j'aime bien avoir la possibilité de voir des choses très, très différentes. J'ai pas de préjugés sur, voilà, je peux aller voir. J'ai adoré récemment l'expo de Emmanuel Van der Meulen. Et je suis hyper contente d'avoir l'occasion de voir les tableaux, par exemple, de Christian Bastien dans son atelier, ou les dessins d'un jeune de 5e. Je suis comme Ça ça. te nourrit, quoi. Ouais. Tout m'intéresse. Bon, en tout cas, on remercie Christian Bastien pour nous avoir envoyé un bon visuel. Et puis là, je vois que le temps court et qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, on va laisser Nils te poser les questions du Twitch. Oui, une première question. Les bords contours de vos œuvres est-il prévu depuis le début? Est-ce que tu as prévu tes Euh, bords depuis le début? Ouais. ça dépend des œuvres. Ça t'arrive de repeindre par-dessus ou pas? C'est-à-dire quand tu fais les herbes et tout ça du chameau, j'imagine que quand même tu vas pas repeindre par-dessus les herbes aussi. Oui, 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 si, si, ça peut m'arriver. Si. Ah, Ouais, d'accord. ouais, Ok. ouais. C'est-à-dire, ça peut t'arriver d'abîmer ton travail, quoi. D'abîmer ce que tu as fait Ah, mais comme. oui, bien Ouais. sûr, de me planter, de recommencer, oui, bien sûr, Mais jusqu'à abîmer un endroit que tu as vraiment travaillé bien très sûr, fort. Ok. bien sûr. Ouais. Une autre question, Nils? Vous avez parlé de peindre en vous inspirant de votre vécu. Quelle place l'expression de la colère a-t-elle dans vos peintures? Ça, c'est une super question. Ah, c'est le Géorgien, ça. Il est revenu, donc d'un coup, il est bon. C'est qui le Ouais, géorgien? c'est un ami, c'est pour ça. Bah, c'est une super question, la colère. C'est une super Hmm. question. C'est compliqué parce que la colère, c'est enfin moi quand je fais un tableau, il faut quand même que ça soit. J'ai une notion du beau particulière, mais il faut quand même que ça soit beau, plaisant, quoi. Et la Hmm. colère, c'est compliqué. Et en même temps, c'est une super. Moi, je trouve que c'est vachement bien. C'est moteur chez toi aussi, quand même. Tu as un truc Ah oui, ah, Ouais. moi je suis quelqu'un en colère tout le temps. Je suis Hmm. très en colère, toujours à monter contre quelque chose. J'ai souvenir on avait fait Mais une conférence ensemble à Bourges où tu t'étais mis quasiment debout sur scène à crier sur les étudiants, tu te souviens pas? Ouais. qui Il y a ça, très moi, longtemps. Ouais, ouais. crier Oui, aux oui. étudiants? Non, non, mais Non. t'étais en colère. Non, non, mais tu criais pas sur les étudiants, tu criais de colère. Ouais. Tu te souviens Moi, pas? Ah oui, je te jure. Mais bon, ok. de Ça a été colère filmé, sur mais les j'ai pas. étudiants? Non, 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 attends, pas attends, contre les étudiants. attends. Pas contre les étudiants. Tu criais de ta colère. Voilà. Mais c'était pas. Je me rappelle pas. Ça avait créé un truc impressionnant dans la salle, quoi. Ouais. Je me Attention à rappelle. pas. Non, mais après, la peinture et la vie, c'est deux choses différentes. Hmm. La peinture, pour moi, c'est aussi, c'est peut-être, c'est en grande partie autobiographique, mais aussi Hmm. c'est une façon aussi de s'effacer, hein, pour moi. C'est pas du Et- tout une manière de me mettre en avant. Mes tableaux, je Ouais. me mets en avant dans mes tableaux, je m'efface. Et je me fonds, j'ai quand même un côté assez mystique, quand même, il faut l'assumer. Mais moi, je me fonds dans un grand tout. Moi, je suis plus personne au moment où je peins le tableau. Le tableau, c'est le Et tu monde. lis des textes mystiques et des choses comme ça ou pas trop? J'en ai lu, ouais. En ce moment, Genre en l'alchimie ce moment, j'essaie de finir l'Énéide. Ça me gonfle. Pareil. L'Énéide, Virgile. De J'en ai Virgile, ouais. marre de ces scènes de bataille. C'est comme l'Iliade. Je trouve que, en L'Iliade, fait, ça ouais. n'a rien de grandiose, quoi. Ces Hmm. scènes de bataille où ils s'entre-déchirent, ils s'entretuent, et, ça me gonfle. Bon, bref. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est alchimique et tout ça, ça t'a intéressé ou pas? Parce que moi, il y a des figures comme ça d'alchimie où Oui, on, mais de dé- loin, je ne suis pas on du tout soulève le voile initiée. du monde. Non? Ah, Ok. ouais, 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 non, mais je suis pas initiée, par contre. Mais oui, Ok. je sais On que en c'est une reparlera. activité Je vais magique, venir ouais. faire le mec qui s'y connaît. Pas du tout. Une autre question, Nils? Êtes-vous aussi intéressé par la littérature russe, Dostoïevski par exemple? Ah ben, j'ai adoré Dostoïevski quand j'étais jeune. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, mais je lis plus beaucoup malheureusement. Mais oui.
J'ai adoré. En fait, c'est aussi un des trucs, c'est quand je suis arrivée en Russie, j'étais beaucoup plus jeune, donc toutes ces lectures-là, c'était beaucoup plus frais. Je suis arrivée, un amour de la Russie. Bah, j'étais supposée passer 3 semaines et j'y suis restée. Mais Hmm. voilà, je suis arrivée en Russie, j'étais très curieuse de découvrir ce pays parce que moi, la Russie, c'est Tarkovsky et Dostoïevski hein, à la base. Et c'est qui les auteurs qui sont moins connus qu'on pourrait découvrir grâce à toi? Ok, Alors désolé. là, la littérature, Quoi? non, Un livre, quoi. Non, il n'y a j'ai pas un rien truc. compris Ok, pour ok, ça. non, mais Ouais. t'inquiète pas. Il y a, je sais pas, ils sont tous connus, les gens que je connais, que j'aime. Qui c'est Ok, qu'il y a Tsvetaeva, par exemple, c'est une super poétesse. Tsvetaeva, voilà, c'est c'est super. moins connu. Une autre question, Ouais, une Nils? dernière question. Y a-t-il une place pour le dessin en amont de vos toiles et pratiquez-vous le croquis? Non, Pas du tout. Tu fais pas des petits... Quand tu fais des petits schémas, des choses comme ça, la pince, tu les improvises complètement. non, il y a Ça, du tes dessin, mais cerfs-volants. pas assez. Ça serait une autocritique. Je trouve que je dessine pas assez. C'est-à-dire, t'as pas de travail. Ok. J'ai un problème avec le dessin. Et je Et trouve les... que ça pourrait nourrir ma pratique, ça pourrait la faire partir ailleurs. Et il faudrait vraiment que je dessine davantage. Et les documents d'après lesquels tu travailles, c'est des documents imprimés ou c'est des images numériques d'ordinateur ou c'est des... Non, c'est des documents imprimés à l'ancienne. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était Et ben super. ouais, merci C'était vraiment Thomas, ouais. passionnant, Céline. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi. Et puis, vous pouvez retrouver le replay dans 1 heure sur YouTube. Voilà. Et on se retrouve... Alors, je remercie Audrey et Nils pour l'émission. Et on se retrouve dans 2 semaines, parce que là, dans une semaine, il y aura le fameux Moco et tout ça. Donc, je ne peux pas tout faire non plus, hein, désolé. Et on se retrouve dans 2 semaines avec Sylvie Fav. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Sylvie a un prénom, un nom de famille que j'ai du mal à prononcer, je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse vraiment auprès d'elle, je vais devenir tout rouge. Sylvie, page proche K. Voilà, j'y arrive pas, mais voilà. Bon, elle va m'engueuler. Merci, j'ai 2 semaines pour m'entraîner. Bonne soirée à tous, merci Nils, merci Audrey, merci Céline, merci beaucoup. Ouais, salut.